Bonsoir, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro d'Enquête de santé. Marina, bonsoir. Michel, bonsoir, bonsoir à tous. Ils sont plus de 8 millions en France et sans le savoir, vous êtes peut-être l'un d'eux. Ce soir, nous allons parler du quotidien des aidants familiaux qu'on appelle aussi les aidants proches. Jour après jour, ils s'occupent de leurs conjoints atteints de la maladie d'Alzheimer, de leurs enfants handicapés ou de leurs parents âgés dépendants. Des repas à la toilette, en passant par le casse-tête des démarches administratives, les aidants s'occupent de tout et souvent jusqu'à l'épuisement. Un seul chiffre pour prendre la mesure de ce phénomène, on estime qu'un tiers des aidants meurt avant la personne qu'il soutient. Comment protéger la santé des aidants? Faut-il leur donner un statut, une formation? À quelles aides matérielles peuvent-ils prétendre? Et qu'est-ce que le droit au répit? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre ce soir avec nos invités, responsables d'associations, de maisons des aidants, psychologues, sociologues. Et évidemment, pour nous accompagner, Benoît Thévenet. Bonsoir Benoît. Bonsoir Marina, bonsoir Michel, bonsoir à tous. Comme d'habitude, nous sommes en direct, donc n'hésitez pas à participer aussi à cette émission via vos SMS au 41 555 ou par france5.fr, allodocteur.fr ou encore hashtag santé F5 si vous préférez tweeter. Deux témoignages qui nous sont déjà parvenus. Julienne qui nous dit: j'aide ma tante au quotidien et je suis épuisée, je recherche un lieu de vacances avec accompagnement. Ou encore Michel qui nous dit: mon père a 94 ans, je m'occupe de lui tous les jours et j'entends souvent: mets-le à la maison de retraite. Tu brises ta vie, c'est dur. On a reçu comme ça beaucoup de témoignages déjà assez difficiles, on vous en fera part. Pour débuter cette soirée, nous avons voulu vous faire partager le quotidien de ces aidants, entre amour et devoir, dévouement et culpabilité. Ils ont accepté de nous raconter leur histoire. On se retrouve après la diffusion de Aidants. Les héros sont fatigués. Un film de Gaël Chauvin, Timothée Dorex, Anne Garcès et Pierre-Luc Perrin. C'est l'histoire d'un super-héros au pouvoir extraordinaire, dont les exploits se déroulent à domicile. Ses missions sont illimitées: ménage, cuisine, soins infirmiers, surveillance médicale. Et tout ça en étant totalement invisible. Pourtant, ces héros sont légion, plus de 8 millions en France. On les appelle les aidants proches. Ces aidants, ce sont Chantal qui accompagne son mari atteint d'Alzheimer, Daniel auprès de son épouse Christine, dépendante, Jean-Pierre qui s'occupe d'Edwige atteinte de sclérose en plaques, Fanny et David avec leur petite fille handicapée, Lana. Et malgré leur sourire, ces héros sont à bout de force. Je pense que pour comprendre ce quotidien-là, il faut vivre ce quotidien. On n'est pas obligé de mourir d'aider, comme parfois ça se passe, en tout cas dans les couples âgés. Les aidants s'épuisent depuis des années dans l'indifférence générale. Pourtant, sans que personne ne le sache, tout notre système de santé repose sur eux. Aujourd'hui, on commence un petit peu plus à les écouter parce qu'on a besoin qu'ils restent en vie. Le jour où les aidants se mettent en grève, le pays s'écroule. Pourquoi sont-ils indispensables? Peut-on se permettre de rester sourd à leurs besoins? À l'heure où la population vieillit, il est temps de leur prêter l'oreille et de leur tendre la main. Il faut se lever. Il est 9h30 à peu près. 9h30? Ouais. Pourquoi tu te lèves? Ben, comme d'habitude. Donc, il faut que tu te lèves. Hein. Oui, oui. Donc, il faut que tu te lèves. Hein. Je vais te donner pour t'habiller. Il faut d'abord que tu mettes ça parce qu'on va les soigner après, les jambes. Il faut que je refasse les pansements là-bas. Bon, ça va aller. Voilà. Répéter la même chose, à l'infini, Chantal en a l'habitude depuis que Maurice est malade et qu'il rechigne à se lever. Il faut que je vienne Faut toujours qu'elle me dénigre. de nombreuses fois. Il faut que je vienne de très nombreuses fois. Ah là là. Où est-ce que je dois aller là? À moins que tu ailles aller aux toilettes, mais sinon, il faut aller dans la pièce là-bas. Maurice est atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 4 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, tu te mets là, je vais faire les jambes. Chantal est devenue son seul repère, alternant les casquettes d'épouse et d'infirmière. Tourne-toi, mets les jambes là. Bon. Son premier geste le matin,
c'est de contrôler les plaies que Maurice s'inflige inconsciemment durant la nuit. Ça fait mal? Non. Ça va. Ce sont des lésions de grattage. On a essayé différentes méthodes, mais on ne trouve pas de solution. Mais c'est régulièrement que vous le faites? Ah oui, tous les jours, parce qu'en fait, l'infirmière vient le soir, mais toutes les nuits, il enlève les pansements. Donc je suis obligée de les refaire le matin. Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi l'autre jambe, s'il te plaît. Et est-ce que Maurice, il se laisse bien faire? Se laisse faire pour soigner? Ah oui, ça oui. Oui, oui. Ça n'avait pas de problème. Hein, tu te laisses bien faire. Ah oui. Tu trouves que je suis douce? Bah, il faut que ça se fasse, hein. Enfin. Je l'ai, je la garde, hein. Grâce à son humour, l'octogénaire pourrait donner le change. Mais en réalité, la maladie a déjà fait son chemin. Il est totalement désorienté. Il faut une présence tout le temps. Bon, mon mari peut plus rester tout seul, ça c'est sûr. Quoi qu'il dise qu'il peut se débrouiller tout seul, il dit toujours que je peux partir et qu'il se débrouille tout seul. Mais en fait, non, parce que par exemple, même si je prépare tout, il va pas manger. L'homme dont elle prend soin n'a plus rien à voir avec le bout en train qu'elle a connu voilà 30 ans. Alors, en fait, Maurice, Boubou pour les amis, a toujours été quelqu'un de très jovial, gai, qui aimait beaucoup la fête, qui était très porté sur les sorties, les amis, etc. Depuis qu'il est malade, il a vraiment considérablement changé à ce niveau-là, quoi. Donc c'est un changement total en fait de personnalité. Après une vie bien remplie, durant laquelle Maurice a travaillé comme assureur, puis tenu un restaurant, il ne peut aujourd'hui plus rien faire seul. Chantal l'accompagne dans tous les gestes du quotidien, même les plus intimes, les plus difficiles à affronter. Là, il y a eu des problèmes d'incontinence. Je ne sais pas pourquoi je réagis comme ça, mais ça, c'est la chose que j'ai le plus de mal à accepter. C'est un peu la perte de la dignité et tout, quoi. Après, bon, il y a les problèmes courants, incontinence urinaire aussi. Bon, ça, c'est déjà plus facile à gérer, mais ça, c'est difficile, quoi. C'est arrivé tout à l'heure, sur le coup, ça l'a un peu choqué, mais il a complètement oublié maintenant. Ces moments, Chantal, elle, ne peut pas les oublier. Elle doit apprendre à vivre avec, depuis qu'elle a choisi de garder Maurice à la maison le plus longtemps possible, malgré l'évolution de la maladie. Ce qui m'empêche de le placer, je dirais que c'est lui, parce qu'il aime tellement être ici, que je me dis, il faut que j'essaye de tenir encore un petit peu. Voilà. Sur les conseils des médecins, j'ai déjà rempli les dossiers. Tout est prêt. Mais j'ai pas encore réussi à faire la démarche de le faire. C'est très difficile, ça. Je sais où je vais aller, mais je n'ai pas encore réussi à faire cette démarche-là. Le choix de Chantal fait d'elle ce que l'on appelle une aidante familiale, une espèce en voie de développement. Depuis 2003, une association leur est même dédiée. Leur dernière évaluation fait état de 8,3 millions de personnes qui accompagnent un proche dépendant. Un chiffre colossal et sans doute encore sous-estimé. On est quand même dans une situation où il n'y a jamais eu autant de personnes à aider et que c'est la raison pour laquelle il y a autant d'aidants. Alors pourquoi il y a autant de personnes à aider aujourd'hui ? Parce qu'on est sur une transition démographique tout à fait nouvelle. Les personnes qu'on appelle aujourd'hui les personnes âgées sont des personnes qui vivent longtemps, voire très longtemps, et elles vivent également très longtemps en situation de dépendance. À l'heure du papy-boom, la société semble découvrir le potentiel des aidants. Une étude de 2008, financée par un laboratoire pharmaceutique, en a même dégagé un profil type. Les aidants seraient ainsi plutôt des aidantes. Comme les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, on se retrouve avec beaucoup de femmes aidantes. La deuxième partie des caractéristiques des femmes aidantes, une femme arrête souvent de travailler quand elle a un jeune enfant qui naît avec une maladie, un handicap grave. Mais l'image de la femme, sacrifiée sur l'autel de la famille, est réductrice.
En recensant les aidants, les sociologues comme Serge Guérin ont découvert des maris, des enfants, et même pour 20% d'entre eux, des amis ou des voisins. Autant de visages d'un même élan de solidarité. On dit souvent, ah mais les gens dès qu'il y a un problème ils s'en vont, ah dans un couple dès qu'il y a un bazar ils s'en vont. Bien sûr que ça arrive, mais la réalité c'est que la plupart des gens, dans une société qui se prétend, qui nous dit on est tous égoïstes, on est tous juste mus par notre intérêt, par notre profit et tout ça, la réalité c'est que la plupart des gens, face à une difficulté, ils font face, ils sont là, et ils s'organisent. Tout le temps. Oui, oui, exactement. Je contacte. Si Christine peut aujourd'hui marcher, c'est parce que Daniel n'a jamais baissé les bras. Tous les jours, on essaie de promener une fois le matin ou l'après-midi en fonction de ce qu'il y a. Et ça fait beaucoup de bien en plus. Vous tenez toujours la main? Ah oui, obligé. En fait, c'est pour l'équilibre. Il y aurait le risque de chute. Mais bon, je faisais déjà avant aussi, de toute façon. On a l'impression d'un jeune couple d'amoureux. Ouais. Bon, c'est un peu vrai aussi. De toute façon, ça fait 40 ans quand même. Hein. Quand on lui a découvert une tumeur cérébrale à l'âge de 37 ans, personne ne se doutait des conséquences qu'aurait le traitement sur le cerveau de Christine. Depuis, elle souffre de troubles mentaux et moteurs qui la rendent totalement dépendante. Daniel aurait pu placer Christine et refaire sa vie, comme la majorité des hommes dans ce cas-là. Il ne l'a même pas imaginé. Partir, non. Non, ça je ne pas. Moi, j'envisagerais même pas. Il y en a qui pensent des fois ces choses-là, mais je ne sais pas comment on peut penser à ça. C'est vraiment une démission. Donc, je ne suis pas un caractère à démissionner comme ça, non. Je vais te donner des bouts de terre épluchées. Là? Oui. Vas-y, d'accord. Tu me quittes installer. Oui, oui. Depuis son opération, voilà 20 ans, Christine n'est plus capable d'initiative. C'est Daniel qui la guide à chaque instant, lui laissant faire de petites choses à son rythme. Mais avant, j'avais, oui, des beaux cheveux, pas frisés, mais ondulés. Oui, bon, si je me mets à parler... On va pas avancer. Je sais pas à toi que je parlais. Oui. Là, c'est toujours de l'attention. Il faut toujours faire très attention. Bon, c'est sûr qu'il faut beaucoup de patience. Et après, il faut toujours prévoir aussi, toujours prévoir en avance. Je pense que pour comprendre ce quotidien-là, il faut vivre ce quotidien. Retraité, Daniel consacre la majorité de son temps libre aux travaux ménagers et à l'accompagnement de son épouse. Un sacrifice dont Christine, malgré le handicap, a pleinement conscience. Et pourquoi j'ai attrapé cette maladie? Hein? Oh oui. Ça nous fait 37 ans bien. Puis tout d'un coup, je suis tombée malade. Et voilà. Et Daniel, Noël, il a bossé à cause de moi. Voilà. Bon. Mais on s'aime, que voulez-vous qu'on fasse? Hein? On s'aime. Tu regardes aussi, hein? Pour les soins, la toilette, Daniel est relayé par Adrien, l'infirmier qui vient tous les matins. Un petit moment extrêmement précieux. Cette demi-heure-là, je sais qu'elle est avec quelqu'un, je ne dois pas m'en occuper. Quand on n'a pas d'heure pour souffler un peu, c'est trop fatigant. Et que c'est du 24 heures sur 24, c'est trop prenant. Il faut arriver à un moment à avoir une soupape de décompression. Oh, j'ai le droit à un bisou. Toujours. Super. Adrien fait presque partie de la famille. Voilà, là on peut passer dans la salle, Christine. Oui. Et la famille, du moins Daniel, fait presque partie du corps médical.
traitant toujours Christine avec infiniment de psychologie. Comme elle met un certain temps pour faire les choses, si j'ai le temps, ben je laisse faire. Si j'ai pas le temps, je suis obligé de le faire moi-même. Pour aller plus vite. Voilà. Voilà. Mais moi, je suis contente de pouvoir le faire. C'est pour ça que je te laisse faire aussi. Parce que tu es contente pour le faire, voilà. Hein? Ouais, tu es contente de pouvoir le faire. Voilà, bien. Et c'est le mieux maintenant? Il n'y a plus. Non. Il n'y a plus. Là, on va voir avec ça, c'est... Hop. Voilà. Allez. Être aidant, c'est un emploi à plein temps. Un métier qui ne s'arrête jamais et qui parfois prend toute la place. Dans ce petit village de carte postale, la vie semble bien calme. Il y a mamie? Qu'est-ce qu'elle fait, mamie? Elle est où, mamie? Elle est dans le jardin? Elle est où, mamie? On va voir papa? Allez, on va aller voir le papa. Mais pour Fanny et sa famille, chaque jour ressemble plutôt à un marathon. Pendant que son mari, David, cumule un emploi de moniteur de ski et son travail d'éleveur, elle s'occupe de la petite Nell et de Lana. À 3 ans, la petite fille ne marche pas. Elle est infirme motrice cérébrale à la suite d'une naissance prématurée. Ah, c'est du bon lait à papa? Alors voilà, elle a Dieu que pour son papa. Ouais, et papa il travaille? Ouais, il travaille papa? Ouais. Lana a beau ne pas réussir à parler, elle sait très bien se faire comprendre. C'était notre grande peur avec Lana, c'était de ne pas pouvoir communiquer avec elle. Quand on nous a parlé de handicap, on nous a annoncé vraiment des handicaps très très lourds. Il s'avère que c'est, entre guillemets, moins pire que ce qu'ils nous avaient annoncé. Mais notre principale peur, c'était pas la marche, c'était pas ces choses-là, c'était de ne pas pouvoir communiquer avec Lana. Quand on la voit se marrer, quand on la voit essayer de communiquer avec nous, ça c'est vraiment ce qui nous aide un petit peu à continuer ce qu'on fait, quoi. Voilà. Depuis la naissance de Lana, toute la vie de la famille s'est organisée autour d'elle. Ses parents n'ont qu'une obsession, la stimuler pour la faire progresser. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça commence dès le matin par une séance de kiné que David pratique lui-même, selon des gestes appris avec un professionnel. Allez encore. Allez. Allez. C'est bien. C'est très grand. Oh là là. Allez. On la stimule beaucoup justement pour garder un maximum de souplesse le plus possible. Et éviter les déformations orthopédiques, etc. Pour essayer de lui donner un meilleur avenir possible. Là, on y croit vraiment, vraiment, vraiment. Hein? Et même si aujourd'hui, Lana n'est pas très motivée, David sait que sans ces 3 quarts d'heure d'exercice quotidien, la petite fille ne serait pas aussi tonique. Pour l'instant, elle ne tient pas assise, mais la tenue axiale donc du dos est de mieux en mieux et on a espoir que ça va arriver bientôt. Hein, mais c'est pas facile, c'est un long chemin. Bon, tu fais triste ou tu fais sourire? Bah, tu sais pas. Tu fais sourire, d'accord. Ça oui. Lana ne peut rien faire toute seule. David et Fanny s'organisent pour que l'un d'entre eux soit toujours à ses côtés, nuit et jour. Lana est devenue une priorité et la priorité pour nous, c'est qu'on lui donne toutes les chances qu'elle peut avoir. C'est ce qui est important. Au jour d'aujourd'hui, elle a pas eu de chance sur la distribution des cartes. Elle a un très mauvais jeu et il faut lui apprendre à bien jouer pour arriver à gagner avec les peu de cartes qu'elle a. Voilà. C'est ça qui est difficile pour Lana. Mais elle nous renforce tout le temps parce que c'est une petite fille pleine de courage. Elle pourrait donner des leçons à beaucoup de monde parce que tout est dur pour elle. Tout est dur de vouloir attraper quelque chose. Tout est difficile, tout le monde a un effort surhumain et elle est prête à le faire tout le temps. Et quand ça va pas, elle est là pour nous remonter le moral avec son sourire légendaire, quoi. C'est dur pour elle, on sent qu'elle est super heureuse. Mais elle est heureuse. Lana est une petite fille heureuse. C'est peut-être plus dur pour nous, de toute façon, pour l'instant, que pour elle. Oui, je pense, oui. Je pense aussi. Et moi, je vais avec maman. T'es prête? T'es prête? 1, 2, 3. Allez, encore. Pour Fanny, comme pour tous les aidants de personnes dépendantes, l'attention ne faiblit jamais. Bien sûr, il y a les intervenants extérieurs, infirmiers, kinés, orthophonistes. Mais personne ne pourra jamais remplacer leur travail de chaque instant.
Quand les personnes sont 24 heures sur 24 proches de la personne, eh bien on est dans les 3-8. On est dans une présence totale. C'est-à-dire qu'il faudrait en plus, au-delà de la question monétaire, il faudrait aussi trouver des personnes, des professionnels, des gens qui seraient payés pour remplacer. Mais comme cette présence serait très importante, elle nécessiterait plusieurs personnes pour remplacer un seul aidant. On voit bien que finalement ces aidants bénévoles sont irremplaçables. Irremplaçable, admirable, héroïque. Les qualificatifs ne manquent pas pour vanter les mérites de cet engagement. Mais la médaille qu'on leur remet si volontiers est bien lourde à porter. Tellement lourde que parfois les aidants s'écroulent. Un drame de la solitude et du désespoir dans le Val d'Oise. Une mère de famille a tué sa fille de 27 ans, lourdement handicapée. Un homme de 80 ans est jugé pour avoir tué sa femme. C'est une histoire d'amour qui a duré 48 ans. Mais pour cet homme, les 8 dernières années ont ressemblé à un calvaire, pendant lequel il a veillé sur sa femme atteinte d'Alzheimer. La mère de la victime s'occupait toute seule de son fils depuis la mort de son mari il y a 9 mois. Elle aurait mis fin à ses jours en l'étranglant. Elle me disait qu'elle était fatiguée, qu'elle n'en pouvait plus, et elle faisait de la dépression. Si tous les aidants ne commettent pas l'irréparable, tous frôlent un jour le même désespoir. Celui qui surgit quand on doit gravir, seul, une montagne d'obstacles. Reprendre son souffle. Jean-Pierre en a besoin, souvent. Et pour ça, rien de mieux que la course à pied. C'est mon médicament, hein, c'est mon régulateur. Le sport me permet d'enlever toutes ces fatigues un peu nerveuses, qui ne sont pas très physiques, mais qui sont plus nerveuses, et qui permet de repartir de bon pied. Hein. Les fatigues nerveuses dont Jean-Pierre parle pudiquement ont bien failli avoir raison de sa santé. Il faut dire que l'homme a un emploi du temps particulièrement chargé. Tous les matins, il réveille son épouse Edwige. Coucou. Paralysée partiellement par une sclérose en plaques. Puis, il pratique un geste qu'aucun conjoint n'est censé faire. C'est une sonde urinaire donc, qui sert à sonder Edwige parce que donc, sa vessie ne fonctionne plus du tout et donc il faut absolument le faire mécaniquement. J'ai appris ce geste par l'infirmière qui m'a montré comment faire. Et donc ça, je peux le faire moi-même sans faire venir un intervenant plutôt. J'aime bien que ça soit Jean-Pierre qui me le fasse. C'est logique, c'est mon mari. Reste que le sondage urinaire est un geste technique qui nécessite un savoir-faire infirmier. C'est d'ailleurs une infirmière qui s'en charge 2 fois par jour. Mais le reste du temps, le matin, le soir, la nuit, le week-end, c'est lui. Qui d'autre pourra venir? Parce que c'est très lourd. C'est très lourd aujourd'hui, faire venir 4 ou 5 fois des personnes. Bon, 1 ou 2 fois, ça peut encore aller quand c'est des heures régulières dans la journée. Mais après, dans des heures plus tard que 8 heures et plus tôt que 7 heures du matin, c'est pas évident de faire venir du personnel. Hein. C'est là qu'il faut gérer. Hein. Parce que les sondages, c'est 365 jours sur 365. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. À cause de l'évolution de la maladie, Edwige a besoin d'aide pour chacun de ses déplacements. Avant, je la soulevais à la main. Mais bon, elle avait quand même encore la mobilité au niveau de ses jambes. Donc elle nous aidait beaucoup. Là, bon, elle peut plus nous aider beaucoup avec ses jambes. Donc là, on est obligé de prendre l'appareil. Hein. L'appareil a sauvé le dos de Jean-Pierre qui commençait à montrer de sérieux signes de fatigue. Mais l'épuisement n'est pas seulement physique. Car à 57 ans, il est encore actif. C'est le cas de la moitié des aidants. Et voilà. Voilà. Allez, tu peux déjeuner. Quand il n'est pas l'infirmier de sa femme, il dirige le service des pièces détachées de ce garage de Toulouse. Ouais, disons disque et plaquettes, normalement j'ai du stock. Et le capteur est 48-72 heures pour commander. L'équivalent de 2 emplois qu'il a dû mener de front, jusqu'à ce que son corps lâche. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. Il commence à 6 heures le matin et il s'arrête à 9 h moins le quart le soir.
Je m'investis beaucoup dans le travail aussi. Donc c'était dur de lâcher le travail aussi. Donc les deux réunis faisaient que, à un moment, on a tellement de choses à faire qu'on ne sait plus. Puis on ne voit pas la fatigue arriver, et puis voilà. L'année dernière, Jean-Pierre s'est effondré. Burn-out. Après 2 sciatiques consécutives et une opération de la thyroïde. C'est peu dire que son rythme de vie a une influence sur sa santé. Et son cas est loin d'être isolé. Être aidant, c'est effectivement épuisant parce que petit à petit, on arrête les relations sociales, on arrête de sortir, les tâches sont extrêmement lourdes et elles sont d'autant plus lourdes qu'elles touchent l'affect des personnes. Et donc on assiste aujourd'hui encore à quelque chose qui s'appelle l'épuisement des aidants, qui est un véritable fléau. En 2010, la Haute Autorité de Santé s'est penchée sur la santé des aidants, et en particulier les proches d'un malade Alzheimer. Les conclusions sont éloquentes. La moitié d'entre eux souffrent de dépression, et la liste des pathologies ne s'arrête pas là. Il y a des impacts sur la santé des aidants. On a des preuves par des études scientifiques que les aidants sont plus soumis à des maladies cardiovasculaires ou à des maladies qui peuvent avoir comme l'un des facteurs déclenchants le stress. Les aidants familiaux consomment plus que la moyenne de psychotropes. Une majorité des aidants familiaux sont dans des schémas de dépression aiguë, sévère. Les aidants sont plus malades que le reste de la population, au point de faire chuter gravement leur espérance de vie. Certaines études laisseraient à penser qu'on peut avoir même une perte d'espérance de vie d'une dizaine d'années. Donc dans certains cas, ça peut être en effet extrêmement lourd. Et du coup, ça veut dire que dans de nombreux cas, l'espérance de vie de l'aidant devient inférieure à l'espérance de vie de l'aidé. Les chiffres sont alarmants. Chez les aidants du grand âge, 1 sur 3 mourrait avant la personne qui l'accompagne, faute de prendre soin de sa propre santé. Chantal, elle, a redressé la barre juste à temps. Soignée pour dépression, elle sait aujourd'hui l'importance de s'accorder du temps. Chaque semaine, elle dépose Maurice, atteint d'Alzheimer, dans un accueil de jour. Je l'emmène 2 fois par semaine. Le mercredi et le vendredi, donc en fin de matinée. Et je vais le rechercher à 4h30. Pendant ce temps-là, moi, j'essaye de faire ce que je ne peux pas faire autrement, c'est-à-dire je fais les courses. Je vais chez le kiné régulièrement pendant cette période-là, et puis ben voilà, à peu près. Ça va? En forme? Ouais, il faut bien. Bonjour. Ça va? Dans cette unité médicalisée, les patients dépendants sont accueillis seulement pour la journée. Bonjour monsieur. Bonjour. Je m'appelle Maïté, je suis étudiante aide-soignante. Enchanté. Moi de même. Des aides-soignantes, des psychologues, des infirmières qui prennent le relais pour quelques heures. C'est quoi le programme aujourd'hui? Cet après-midi, des jeux avec les enfants créations de jeux et en coma après jouer dessus. C'est bien. Ouais. Je vais vous laisser Momo. Je vous raccompagne. Merci, c'est gentil. Un temps nécessaire pour l'aidant comme pour la personne aidée. Car en bouleversant les rôles, la dépendance crée des tensions parfois invivables. Les messieurs, par exemple, les épouses ont dû prendre le rôle principal, de gérer les papiers, la maison, s'occuper de tout. Et l'homme est passé au second plan. Et les messieurs, même malades, ils ont beaucoup de mal à accepter cette situation, quoi. Donc ils en veulent à leur épouse. Du coup, des fois, c'est vrai qu'à la maison, c'est très, très compliqué, quoi. Parce qu'ils sont ensemble 24 heures sur 24. Et donc, même pour la personne qu'on accueille, voilà, de voir d'autres choses, de se décoller un petit peu. Donc là, c'est surtout pour l'aidant. C'est pas vrai ce qu'elle dit. C'est parce qu'on accueille. Ça vous fait pas du bien d'être là, Maurice? La femme, elle rougit. Vous n'êtes pas bien avec nous, monsieur Carpentier? Non. Non, c'est vrai? Ça se voit. Et hop, et hop, et hop. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Hop là. Bon, la première fois, ça fait un peu drôle. On a l'impression un peu de les abandonner là. Puis maintenant, il n'a plus d'inquiétude. Au début, il me disait, tu viens me rechercher, tu reviens quand, tu viens me rechercher, quoi. Je pense qu'ils ont un petit peu cette inquiétude qu'on les laisse là.
Mais je crois que c'est nécessaire parce que sinon on ne tient pas dans la durée, je pense. Pour arriver à tenir dans la durée, il faut avoir des soupapes. Mais il y a un manque, hein, quand on est habitué à avoir des activités, etc. Moi, je crois que sinon, après, on peut en vouloir même à la personne de ce qu'on peut plus faire, quoi. Ces instants de liberté, Chantal en profite pour prendre soin d'elle. Chaque semaine, elle se rend à la maison des aidants de Lille pour un cours de Qigong. Quand on écarte devant nous, c'est à nouveau l'avant du corps qui s'ouvre. C'est pas tant les bras que le centre du corps qui travaille. La maison des aidants est une plateforme de répit destinée aux proches d'un malade Alzheimer. Le cours est gratuit et si les participants sont aussi nombreux, c'est parce qu'il leur fait beaucoup de bien. Et puis on va refermer, revenir tout doucement. On est très très concentré, donc on peut absolument déjà penser à rien d'autre pendant tout ce temps-là, quoi. Ça permet d'éviter tous les soucis et autre chose, quoi. Très bien, très beau les tigres. Belle petite bête. Les moments sans Maurice sont rares, parce qu'ils ne sont pas gratuits. L'accueil de jour coûte à chaque fois 16 €. Et ce n'est qu'une partie de ce que Chantal doit débourser pour pouvoir garder Maurice à la maison dans de bonnes conditions. Bonsoir Marilyn. Ça va? Ça va et vous? Les soins infirmiers, comme ceux apportés par Marilyn tous les soirs, sont pris en charge par la sécurité sociale. Mais pour l'auxiliaire de vie qui soulage Chantal de la toilette et d'une partie du ménage, les allocations sont loin d'être suffisantes. En gros, si vous voulez, j'ai un remboursement à peu près du quart de ce que je dépense, quoi. Donc il y a un moment, bon, je paye, mais il y a un moment où on ne peut peut-être plus payer, quoi. Et normalement, pour assurer un maintien à domicile correct, il faudrait que j'ai plus d'aide, c'est certain. Oui. Enfin, ça va, monsieur Carpentier? Ça va? Plus d'aide, une meilleure prise en charge. Pour tous les aidants retraités, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'elle met? En tout cas, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et à demain. À demain. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Mais les aidants actifs ne sont pas mieux lotis. Vous la mets là à côté parce qu'elle est un peu froide, je crois qu'elle a boit à sa sœur. Lorsque Fanny a voulu reprendre le travail après la naissance de Lana, aucune assistante maternelle n'a accepté de s'occuper de la petite fille. La jeune femme a dû cesser toute activité. Un salaire en moins, loin d'être compensé par les aides sociales. On est à entre 500 et 700 € avec l'allocation de base. Voilà, c'est un peu compliqué, mais à la fin, on est à 700 €. Moi, je travaillais, je gagnais pas énormément, mais j'avais mon SMIC, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup moins, quoi. Tant que c'est entre guillemets que le quotidien, on arrive à s'en sortir. Mais dès qu'on arrive sur un fauteuil, dès qu'on arrive sur du matériel, voilà. Alors, il y a toujours des aides. Mais souvent, c'est vraiment pas égal à ce qu'il y a besoin. Et financièrement, d'avoir un enfant handicapé, c'est très très lourd. Alors, en plus des 2 emplois de son conjoint, Fanny a dû créer une association pour récolter des fonds supplémentaires. Tant qu'ils sont petits, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'appareillage et de choses comme ça va. Mais dès qu'ils grandissent et qu'on a besoin d'appareillage plus spécifique ou de thérapie un petit peu plus spécifique qui ne sont pas forcément pris en charge, voilà, ça coûte des sous. Mais le site est aussi un espace d'échange entre parents aidants. Un lieu pour reprendre des forces. Des fois, on n'a juste pas envie de se lever le matin et on se dit on n'y arrivera pas. Et là, on a des bénévoles qui nous disent ah ben non, on va y arriver, on va vous aider. Et puis ça repart, quoi. Par jour. Pour tenir le coup, les aidants le savent, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Pourtant, il suffirait de peu de choses. Un peu de soutien, un peu plus de répit, en clair, un peu plus d'aide pour éviter la catastrophe. Finalement, c'est quoi l'aide aux aidants? C'est du soin. C'est du soin de bien-être, c'est du soin de confort, mais c'est surtout du soin préventif d'une déliquescence d'un état de santé qui va être extrêmement dramatique si tous les aidants viennent à mourir prématurément parce qu'ils ont une charge d'aide au quotidien qui est trop grave. Que se passerait-il si les aidants venaient à manquer à l'appel? Serge Guérin a calculé ce que coûterait le travail des aidants s'il devait être fait par des professionnels. Et le résultat,
donne le tournis. Ces aidants, ils nous font économiser, ils nous font éviter de payer des impôts pour 164 milliards d'euros. Si on payait ces personnes, il faudrait augmenter de 70% tous les budgets de la santé. Il faudrait donc voir le déficit de la Sécu exploser, enfin tout ça. C'est-à-dire qu'on serait dans une situation économique qu'on n'est pas capable aujourd'hui de gérer. 164 milliards d'euros, c'est ce que coûterait le maintien à domicile des personnes dépendantes si leurs aidants jetaient l'éponge. 164 milliards d'euros, c'est un tiers du budget total de la sécurité sociale. Autant dire que sans les aidants, c'est tout le système de protection sociale qui serait en péril. L'intérêt de l'État, c'est de protéger, accompagner, soutenir, bichonner les aidants, parce que finalement, ils permettent une économie extraordinaire par rapport au faible coût qu'ils représentent. Fatigués, appauvris, les aidants tiennent à bout de bras tout notre système de santé. Et l'État a tout intérêt à ce que cela continue. Encore faudrait-il qu'il existe des réponses à leurs problèmes et que les solutions qu'on leur propose tiennent la route. On va juste faire un petit rappel sur la communication. Très rapide. Parmi les réclamations des aidants, il y a celle d'être formés pour ce qu'ils accomplissent tous les jours. C'est aujourd'hui possible et même pris en charge par l'État. Par exemple, quand vous lui parlez et qu'il contourne le regard, ça c'est un acte de dérivation, ça veut dire qu'il n'est pas du tout dans le dialogue. Et que là, dans ce genre de situation, il vaut mieux pas lui demander ou repousser un peu plus tard ce que vous voulez lui dire. Denise, Anne-Marie et Nadine se sont inscrites aux 4 demi-journées de formation proposées par l'association Ciel Bleu. Chacune accompagne un proche atteint d'Alzheimer ou de Parkinson et toutes sont avides de conseils. Trouver quelque chose qui va le faire sourire ou qui va pas fermer la communication. Et après, il y a le toucher. Et le toucher, quand on a dit, pas de pince, pas de pince. Faut pas faire comme ça. C'est pas, je prends pas en pince. Je déroule la main, c'est un peu là, la vague. Je pose et je viens poser des contacts de douceur. Et ça permet de passer un message de douceur. Et ça, dans la relation aidant-aidé, je peux vous jurer que ça marche super bien. Hyper connectée, Denise, 86 ans, enregistre chaque session pour ne pas en perdre une miette. On nous a expliqué un petit peu comment le cerveau était formé, les cases du cerveau, les mémoires du cerveau. Bah, tout ça, moi, j'en savais rien. Donc ça nous a déjà beaucoup appris sur la manière de réagir. Ça m'a déjà beaucoup aidé. Bah, ça m'aide parce que c'est vrai qu'au début, j'ignorais comment lui parler, comment répondre, etc. Parce que moi, je suis plutôt très tonique. Et bon, bah, ça m'énervait. Donc après, mais je te l'ai déjà dit. Bon, bah, maintenant, je dis, mais c'est pas grave, voilà. Mais c'est pas facile à faire. Hein. Donc, avouer leurs limites, vider un sac devenu trop lourd pour continuer à avancer, c'est aussi ça que viennent chercher ces aidantes. Sur mon ordinateur, j'ai mis la photo des trois arrière-petits-enfants et il les découvre tous les jours. Mais dans ce genre de cas qui peuvent être un peu énervants, pas se souvenir de ses arrière-petits-enfants, bah, faut juste savoir que ça s'est passé dans sa mémoire à court terme, qu'elles peuvent être quelques mois ou quelques années. On répète. Et du coup, il faut répéter. Je répète tous les jours quand il les voit. Il dit, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ben, je dis, c'est tes petits-enfants. Ah oui, c'est pas Sacha, le grand. Enfin bon, je répète tout le temps. Entre écoute et conseils, Benoît distille des informations capitales, comme celles qui concernent le risque de chute. Vous allez me pousser. Vous ne me laissez pas faire. Bon, là, ça tombe, ok. Et maintenant, vous allez me pousser. Allez, venez me pousser. Oui, mais là, c'est plus dur, forcément. Plus fort. Là, c'est moi qui... Eh ben, pourquoi? Parce que vous avez vu, j'ai juste agrandi mon polygone de sustentation. Donc, il faut repérer les situations à risque dans votre relation aidant-aidé. Situation à risque, c'est dans cette position-là, il y a un risque parce que le polygone de sustentation, il est petit, ou alors qu'il croise les jambes. Donc si vous voyez comme ça un jour, vous allez prendre la jambe et vous lui écartez. Pour cette formation,
11 participants s'étaient inscrits. Ils ne sont aujourd'hui que 3. Car si les aidants sont demandeurs d'informations, ils ont du mal à laisser leurs proches. C'est la grande limite de ce genre de stage. Là, ça va tanguer un peu plus. Ce qui est difficile pour toucher les aidants, je pense que la première chose, c'est de lâcher prise. C'est des gens qui ont du mal à lâcher prise alors qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'exprimer, ils ont besoin de pleurer parfois. Ils ont besoin d'avoir de l'information, d'être sensibilisés sur des questions qui les touchent à leur cœur, parce que c'est leur aidant familial, donc c'est une personne très proche. C'est très compliqué de se dire je vais partir 3 heures voire 4 heures le temps du trajet et laisser la personne aider toute seule. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait passer au cours de cette formation, c'est prenez du temps pour vous, parce qu'au bout d'un moment, c'est vous qui êtes dans la situation d'aider. Prendre du temps pour soi, l'éternel casse-tête des aidants, l'éternelle utopie, à moins qu'il n'existe une solution. 9,50 aussi. Le ciel, c'est l'horizon des hommes, des liens. Sa solidarité légendaire a fait du Nord le département pilote de l'aide aux aidants. Dans ce car en partance pour la Côte d'Opale, on retrouve Daniel, Christine, Chantal, Maurice et tous les couples qui fréquentent la maison des aidants de Lille. Car en plus des groupes de parole et des moments de détente qu'elle propose aux aidants, la structure organise aussi chaque année un voyage pour les couples aidants aidés. On va faire découvrir à l'aidant qu'il est possible de se faire aider et de passer la main à une tierce personne qui va qui va prendre le relais et qui va aussi lui libérer non seulement du temps, mais avec un œil de professionnel, peut-être aussi lui apporter des stratégies qu'il pourra mettre en place à la maison. Pendant 5 jours, les membres de la maison des aidants vont prendre le relais. Bonjour. Et ça commence dès le lever. Ça dort encore, monsieur Carpentier? Bonjour, c'est Isabelle. Pour Chantal aujourd'hui, pas de lutte pour faire sortir Maurice du lit. On y va? Oh le. Hop. Bah dis donc aussi, qu'elle ressort. Petite, non? Oui, je suis petite. Ouais. Petite mais costaud. Pas non plus de chamaillerie pour qu'il se lave et qu'il s'habille. C'est Isabelle qui s'occupe de tout. Je vais profiter que vous êtes là pour aller déjeuner. Il n'y a pas de souci, il faut y aller. C'est bon, bon appétit. À tout de suite, merci. C'est bon, hein, c'est des bons petits déjeuners. Hein, ça. C'est sympathique, puis on se fait servir. En plus, Oh, c'est le paradis, là. Ça, c'est les vacances totales. On les prend en charge complètement. Tout le côté, je dirais, difficile pour nous est assumé par les personnes qui nous encadrent. Donc ça, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Chantal a retrouvé Janie et Annie-Claude, qu'elle avait rencontrées lors d'un précédent séjour. Janie accompagne sa sœur, atteinte d'une maladie neurodégénérative. Pour elle, comme pour moi, c'est très important. Voilà. Parce qu'on a l'impression de vivre un moment un peu exceptionnel, malgré la maladie. Et puis, pour moi, c'est un accueil extraordinaire parce qu'ils ne pensent pas seulement organisation, ils pensent humainement. Ça vous fait du bien? Beaucoup de bien. Ah oui, beaucoup. Pour la plupart des couples aidants aidés, ce type de séjour financé en partie par les deniers publics est la seule possibilité de partir encore en vacances. En fait, je fais le déambulateur. Allez-y, prenez un petit verre. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment est fait l'hydromel. La seule façon de partager autre chose qu'un emploi du temps dicté par la maladie. Donc nous ici, on va le faire à chaud. Ça permet de changer les idées déjà, et puis de se détendre un peu. Rester tout le temps à la maison, après, ça serait trop difficile, quoi. Le bénéfice de ce type de répit est primordial, à tel point que des expériences comme celle de Lille devraient bientôt se généraliser. Au ministère des Affaires sociales, le répit des aidants du grand âge est au cœur d'un nouveau projet de loi.
Une loi en gestation depuis des années, qui pour la première fois promet de leur reconnaître un semblant de statut. Le fait de reconnaître par la loi l'existence des proches aidants, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, c'est déjà un début de statut. Le fait de donner une prestation sociale nouvelle avec le droit au répit, c'est un début de statut. Le droit au répit prévu par la loi, c'est 500 € par an et par aidé. Le prix d'une semaine de vacances comme celle que nous avons vue. Reste que pour ce droit au répit, la loi prévoit 78 millions d'euros. 78 millions, divisés par 500, on se rend compte que seules 156 000 personnes pourront en bénéficier. 156 000 sur des millions d'aidants. Il va falloir sacrément changer la donne et surtout mettre des moyens qui ressemblent à quelque chose et de ne pas répondre en millions à une question qui nécessite des milliards. Des milliards pour plus de répit, plus d'aide à domicile, plus d'allocations. Le ministère semble enfin avoir pris conscience de ses besoins. Seul manque les financements. On fait au mieux avec des dépenses nouvelles dans un contexte qui n'est pas un contexte qui est celui des dépenses, mais qui est plutôt le contexte de la maîtrise des comptes publics. Faute d'avoir les moyens de ses ambitions, l'État va donc continuer à faire ce qu'il a toujours fait, compter sur la solidarité de la société civile. La loi permet désormais aux parents d'enfants très malades de bénéficier d'un don de RTT, une forme de solidarité manifestée par les autres salariés d'une entreprise. Christophe Germain a pu rester au chevet de son fils avec son épouse jusqu'à ses derniers instants parce que des collègues lui ont donné non pas de l'argent mais du temps, 175 jours de RTT. L'histoire date de 2009. Elle avait ému la France entière. Un père de famille venu plaider devant l'Assemblée pour que l'élan de générosité de ses collègues devienne une loi. C'est aujourd'hui chose faite. En cas de maladie grave d'un enfant de moins de 20 ans, la loi Matisse permet de donner des jours de RTT. Depuis, le monde du travail semble avoir découvert l'existence de ces salariés aidants. L'entreprise a tout intérêt à accompagner ses aidants, puisque de toute façon, la réalité est là. Qu'elle le veuille ou non, il y aura demain, encore plus qu'aujourd'hui, des salariés qui seront aidants. Simplement parce qu'on va travailler plus longtemps, les parents vont vivre plus longtemps, et par ailleurs, malheureusement, on va être aussi touché de plus en plus par les maladies chroniques. Soutenir ces salariés soignants, l'entreprise Bayard a été la première en France à s'en préoccuper. Le groupe de presse publie le magazine Notre Temps à destination des seniors. Alors, la question des aidants est souvent à l'ordre du jour. Ça passe en 2016, janvier 2016, hein, c'est ça, les fameux droits au répit. Donc on va pouvoir observer des gens qui se préparent à pouvoir bénéficier de cette nouvelle mesure. Oui. Rien d'étonnant donc à ce que les dirigeants du groupe connaissent tout de cette problématique. J'espère que ça s'enrichit de jour en jour. Beaucoup d'aidants hésitent à se faire aider. Ils culpabilisent par rapport au fait de se faire aider parce que quelque part c'est un peu un tabou, le grand âge, c'est pas quelque chose dont on parle volontiers. Une jeune maman, elle est fière d'avoir son bébé, elle le montre à tout le monde. Quand vous êtes aidant, vous n'avez pas à le dire à tout le monde, ce n'est pas forcément un sujet de fierté. C'est extrêmement difficile et c'est en plus psychologiquement peu valorisant. Responsable, bonjour, Nuxan à votre écoute. Alors, l'entreprise a pris les devants. Je vous contacte parce que je cherche à trouver des solutions pour ma grand-mère que j'aide quotidiennement, qui habite à côté de chez moi. Une plateforme d'écoute et de conseils pour les salariés qui aident un proche. Le service est gratuit, il propose avant tout de l'information sur les solutions qui existent. Soins à domicile, accueil de jour, allocation, toutes les possibilités servies sur un plateau. Je vais rechercher ces aides à domicile. Sur quelle ville réside-t-elle? Alors elle habite dans le 15e arrondissement de Paris. Donc à Paris dans le 15e. D'accord. Un gain de temps non négligeable pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise. Quand ça vous tombe dessus, généralement vous n'y êtes pas préparé et ça impacte énormément toute votre vie, et en particulier la vie professionnelle. Si vous voulez appeler des administrations, vous ne pouvez pas appeler le soir, vous ne pouvez pas appeler à l'heure du déjeuner, ni le week-end, donc vous êtes obligé de vous en occuper sur votre lieu de travail. D'accord? Et donc, on décharge le salarié d'une partie de cette problématique pour qu'il puisse se concentrer sur son activité professionnelle. La plateforme, créée chez Bayard, est indépendante. D'autres entreprises peuvent y souscrire. C'est le pari qu'ont fait des groupes comme Danone ou L'Oréal.
Car en aidant leurs salariés à mieux s'organiser, ces entreprises espèrent lutter contre un fléau, l'absentéisme chronique des aidants. On a un chiffre aujourd'hui qui correspondrait approximativement à 16 jours d'absence par an, 16 jours d'absence liés à leur rôle d'aidant. Alors des petits bouts, c'est une demi-journée, c'est quelques heures, c'est pas forcément une journée entière et pas forcément des jours cumulés. Donc très difficile à gérer pour l'entreprise. Cet absentéisme a un coût. 350 millions d'euros par an pour les entreprises françaises. Un constat économique qui a sans doute plus de chances de trouver un écho que la simple voix des aidants. La pluie, le vent vont creuser ces traces et ça va accentuer le phénomène d'érosion naturelle déjà, avec le risque que la falaise elle vous emporte. Sur la côte d'Opale, le séjour de répit de la maison des aidants de Lille touche à sa fin. Pendant 5 jours, cette voix qui d'habitude se perd dans l'indifférence a été libérée, entendue. Et c'est rien de moins que la force de continuer que Chantal, Daniel et les autres ont retrouvée. Ça permet de dire, bon, on arrive à faire des choses encore, et ça c'est important. Parce que je me dis, bon, on va pouvoir projeter de faire autre chose encore plus tard. L'avenir éventuellement de vacances, c'est très compromis puisqu'on ne peut plus aller nulle part. Et l'avenir futur, je me dis que ça peut nous permettre, enfin me permettre à moi surtout de tenir, de me ressourcer un petit peu et de tenir le plus longtemps possible, quoi. C'est dans ce sens-là surtout que ça peut m'aider à envisager l'avenir plus sereinement, quoi. Envisager l'avenir, c'est ce que réclament tous les aidants. C'est aussi l'intérêt de la société tout entière. Reste à faire évoluer notre système de santé, tellement centré sur le malade qu'il en oublie l'importance de ses proches qui le tiennent debout. La considération de l'aidant implique de bouleverser toutes nos références en matière de santé publique. La notion d'aidant implique de penser une société inclusive, ça c'est les termes de l'ONU, une société pour tous et pour chacun, où on va prodiguer du soin là où la personne est et là où elle souhaite être. On est au début de quelque chose qui est de l'ordre de on va prendre en considération dans l'action du soin le malade et celui qui est au plus proche du malade. Donc c'est vraiment une révolution culturelle qui dépasse largement la question des aidants, qui est celle de comment on invente une médecine du XXIe siècle sur l'accompagnement des personnes qui sont touchées tout au long de leur vie. Rapprochez-vous de ceux qui regardent les voiles. Les super-héros de l'aide, jusqu'alors invisibles, nous regardent aujourd'hui droit dans les yeux pour nous dire leur fierté, leur engagement, mais aussi leur fatigue et leur désespoir. Pour nous rappeler qu'un jour ou l'autre, nous pouvons tous faire partie des leurs. Merci beaucoup d'être avec nous en direct pour ce débat consacré aux aidants. Merci évidemment à tous ces intervenants absolument incroyables qu'on vient d'entendre. Alors avant de répondre à vos questions avec nos experts qui sont autour de nous, quelques nouvelles depuis le tournage de ce documentaire en avril dernier. La situation de certains de ces témoins a évolué. C'est le cas de la petite Lana qui a fait sa première rentrée scolaire grâce à un auxiliaire de vie scolaire. Alors elle n'est scolarisée que 1h45 par jour, mais selon ses parents, le fait de côtoyer d'autres enfants l'aide énormément. Daniel et Christine ont réussi à partir en vacances ensemble cet été dans les Alpes grâce à un système d'aide à domicile. Daniel a pu effectuer un après-midi de randonnée, un temps seul qui lui a permis de revenir plus serein auprès de Christine. Et puis on aura le plaisir tout à l'heure d'accueillir sur ce plateau Chantal qui va nous donner des nouvelles de son époux Maurice qui vit désormais dans un établissement médicalisé. Voilà, on va commencer aussi par une note positive avec ce SMS. Je peux offrir 15 jours de ma présence chez un couple afin de faire les repas et tenir compagnie à la personne et tout cela gratuitement. Christelle Prado, bonsoir. Vous êtes présidente de l'UNAPI, l'association de défense des droits des personnes handicapées et de leurs familles. Alors concrètement, il y a sûrement pas mal de personnes qui nous ont regardé ce soir, qui ont regardé ce document et qui ont envie d'aider. Comment on fait concrètement? On va voir qui? On s'adresse à qui? On s'inscrit où?
Le mieux, c'est la solidarité de proximité et d'aller vers les associations de malades ou les associations de personnes handicapées de proximité pour dire voilà, moi j'ai du temps à donner et si vous avez besoin, je suis là pour le faire. Des associations qu'on trouve par exemple en allant à la mairie Voilà, elles sont répertoriées à la mairie ou sur les sites des grandes associations françaises. Et si vous avez envie d'aider quelqu'un qui justement n'est pas dans une association, parce qu'on a vu il y a tellement d'aidants qui sont finalement tout seuls chez eux, c'est là aussi la proximité, le voisinage, on sait, on entend parler d'une personne. Alors là forcément c'est la mairie, mais c'est vrai qu'avec l'âme associative que j'ai, je ne peux que vous dire que c'est dans le collectif, qu'on trouve des solutions, voilà, forcément, jamais tout seul, hein. C'est l'horreur d'être tout seul. Alors, Daniel nous dit les rapports conflictuels entre aidants et aidés ne sont pas rares. Comment sortir de ces situations tyranniques? Une autre question, quelle est la juste attitude face à l'agressivité d'une personne qui souffre? Demande François. Jean-Luc Noël, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicien à l'hôpital Sainte-Périne à Paris. Comment on gère effectivement comment on se comporte face à une personne qui souffre comme ça? Le conflit est inhérent à la relation. Le conflit va être inhérent parce que la personne souffre et parce que la personne nous met aussi en situation d'impuissance et en difficulté. Donc comment on fait, là, c'est toute la question, comment on fait pour gérer ça? Déjà la compréhension, moi qui m'occupe de la maladie d'Alzheimer, comprendre un petit peu ce qu'est la maladie d'Alzheimer, les différentes manifestations des symptômes. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer, c'est pas simplement des troubles de mémoire, c'est aussi des troubles de l'organisation des gestes, des troubles de reconnaissance qui ont une incidence sur la vie quotidienne qui est très grande, très importante et qui peut donner des conflits. Et une angoisse et un vécu du malade qui à défaut de ce qu'on peut croire, ressent la maladie. Il faut vraiment côtoyer à tout stade de la maladie. C'est pas simplement au début de la maladie où la personne va dire oui, je vois, j'ai des troubles de mémoire, ça me fait souffrir. À tout stade de la maladie, il y a cette perception qu'on n'est plus comme on devrait être et comme l'autre nous attend qu'on soit. La dame le disait bien dans l'accueil de jour, les hommes se sentent dévalorisés, les hommes perdent leur place, leur statut et ça les rend finalement agressifs, mais par cette souffrance de se voir diminuer, cette souffrance et de se voir dans le regard des autres. C'est ça qui est terrible pour les aidants, c'est que les aidants sont toujours en train de montrer au malade mais qu'il est en difficulté, qu'il est malade et qu'il n'arrive pas à faire la chose. Oui, c'est pour le protéger, pour l'aider, c'est une très bonne intention, bien sûr. C'est évidemment pour l'aider, pour le protéger et pour s'occuper de lui, pour lui assurer du confort, de la qualité de vie. En même temps, il est toujours en train d'appuyer là où ça fait mal, parce que malgré lui, c'est bien là toute la difficulté de la relation. Donc après... et donc il faut ces formations que l'on a vues, éventuellement pour arriver à avoir le ton juste et les gestes justes. Oui, déjà avoir les outils pour comprendre. Moi, je crois vraiment la maladie d'Alzheimer. On n'est pas dans une prévention immédiate. Il faut comprendre ce qu'est la maladie d'Alzheimer, les incidences. Si je peux vous raconter juste une petite anecdote. Une de mes patientes accusait sa concierge de lui voler ses tailleurs. Et quand on décortiquait, elle descendait au pressing, elle amenait son tailleur au pressing, elle remontait, évidemment le tailleur n'était plus là. Donc elle disait quelqu'un est rentré chez moi, ça ne pouvait être que la concierge. Ce qui donnait une conflictualité avec sa fille. Sa fille lui disait mais écoute maman, tu fais 90 kilos, la concierge en fait 40, elle ne peut pas te voler. Et la personne disait bah oui mais justement je comprends vraiment pas pourquoi elle fait ça. C'est-à-dire que la cohérence, si on ne comprend pas ce trouble de mémoire immédiate qui fait que la personne a oublié que son tailleur l'avait descendu, on ne comprend pas tout ce qui va se passer, on ne peut pas aider la personne. Alors, Nathalie Kleber, on vous a vu dans ce document, vous êtes responsable de la Maison des aidants de Lille et de Roubaix-Tourcoing, donc vous accueillez les aidants. Oui. Est-ce que ça veut dire aussi que du coup vous arrivez aussi à les aider pour décrypter, pour passer le message et pour mieux ça fasse mieux avec le proche? Bien évidemment, ça fait partie de nos missions. Nous sommes des plateformes d'accompagnement et de répit des aidants familiaux et à ce titre, nous avons comme objectif de contribuer au maintien à domicile des aidants, mais dans les meilleures conditions possibles. Et pour cela, on leur propose différentes activités qui leur permettent de durer, d'être soutenus, d'informer, comme vous venez de le dire très justement, d'être informés, d'être soutenus, mais aussi les différentes modalités pour obtenir du répit. Donc tout ça, ça va se traduire de manière très concrète et très différente en offrant une palette de prestations la plus complète possible et la plus différenciée. Donc on pourra bénéficier dans les plateformes de répit d'entretiens individuels avec une psychologue gratuitement, avec l'infirmière coordinatrice qui va faire le bilan des aides qui sont en place, de celles qu'on pourrait mettre en place. On peut également proposer du soutien collectif grâce à des formations sur la maladie d'Alzheimer ou les maladies apparentées, des groupes de parole aussi
au cours desquels on s'échange les trucs et astuces du quotidien, parce que il faut faire preuve d'invention, de nouvelles stratégies au quotidien. Donc ça permet d'améliorer la relation entre les dents et les dés. Tout à fait, tout à fait. C'est un partage d'informations entre pairs, c'est vraiment très riche, des informations médicales, des informations juridiques aussi. Donc ça c'est du soutien collectif, mais les aidants n'ont pas besoin que de ça. Ils ont besoin aussi d'activités de loisirs, de resocialisation, de voir du monde, de respirer. Voilà. Déjà. Oui, bon, ils vont pas partout en France, ils n'ont pas partout en France la chance d'avoir un car qui les emmène se promener sur la côte d'Opale en même temps. On est 150 plateformes en France et on est peu connus, et je vous remercie infiniment de nous avoir invités pour faire la promotion des plateformes de répit en France. Et de la visite d'une belle région en chantant de belles chansons dans le car en plus. Alors, on a une question, je m'occupe de ma mère qui ne marche pas et de mon beau-père qui a un Alzheimer. Je voudrais savoir à quel stade on ne peut plus s'en occuper seul. Là, on peut mettre le curseur de deux façons. Ou, et c'est probablement la question, quels sont les symptômes qui doivent me laisser penser qu'il faut que je passe la main. Ou aussi, et peut-être que c'est pas dans cette question, quels sont mes symptômes à moi qui me font penser que tout seul, j'y arriverai plus. Là, c'est vraiment la question qui est très difficile. Il n'y a pas un stade. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont entrer en établissement en étant, entre guillemets, moins atteints et moins détériorés que d'autres, tout simplement parce que leurs symptômes sont plus envahissants, ne serait-ce que la déambulation ou la sortie, la volonté d'aller travailler à 3 heures du matin. Pour les dents ? Pour les dents, et qui sont plus difficiles à vivre. Quand vous avez quelqu'un qui se réveille à 3 heures du matin et qui a toujours été boulanger et qui se lève pour aller travailler et qui sort dans la rue, ça va devenir plus compliqué. Et on va avoir des symptômes comme ça qui vont nécessiter une surveillance plus grande et qui vont faire que la nécessité d'aller en institution peut se présenter. Il va y avoir la capacité de l'aidant à pouvoir gérer émotionnellement, de gérer cet imprévisible, de gérer toutes ces difficultés qui vont se présenter au jour le jour. Et puis il va y avoir aussi surtout l'intérêt du malade. Je crois, on voit souvent l'institution comme par défaut. Je ne pouvais pas le garder à la maison, donc je l'ai mis en institution. Le placer, effectivement, c'est une telle image tellement violente. Que dans la maladie d'Alzheimer, vous le voyez, quand les gens perdent la mémoire, ils ont toujours besoin d'avoir quelqu'un qui est autour d'eux pour leur rappeler qu'ils existent et qu'ils sont là. L'aidant ne peut pas le faire 24 heures sur 24, alors qu'une institution peut permettre justement de rassurer le malade par la présence des autres personnes, peut permettre de rassurer par la présence de soignants. C'est qu'elles ne sont pas de qualité égale et avec un personnel égal, on sait très bien. Là, sans juger de la qualité, sans juger de toutes ces choses, mais en tous les cas, le curseur, il est aussi là, c'est qu'il y a des malades qui ont besoin d'être accompagnés au jour le jour dans une présence quasiment, mais j'allais dire, physique, de toujours avoir quelqu'un à côté d'eux, ce qui va être compliqué à la maison, ce qui va être compliqué au domicile et ce qui va être compliqué dans certaines circonstances. Oui, sur la question que vous posiez, Michel, in fine, et la personne aidante, elle, comment elle sait qu'elle a besoin vraiment là d'être aidée? Eh bien, il y a eu, en tout cas parmi les associations de personnes handicapées et en Europe, une étude qui a été menée avec une grille d'évaluation où l'aidant peut lui-même évaluer ses besoins, parce qu'effectivement, c'est très difficile. C'est très difficile de renoncer, c'est très difficile de dire je suis pas capable. Et d'autant plus quand il s'agit d'une personne, d'un enfant, on l'a bien vu avec la petite Lana, les parents sont avant tout des parents, et je dirais jusqu'à 3 ans, jusqu'à 7 ans, jusqu'à 12 ans. C'est presque normal d'accompagner, même si c'est un petit peu plus, même beaucoup plus lourd qu'avec un enfant ordinaire. Mais après, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ils seront toujours là pour l'accompagner. Et là, on ne sait plus à quel moment on passe de parents et où c'est normal et où il faut y mettre toute sa vie et c'est plus possible. Cette grille d'évaluation, c'est purement pour une étude ou c'est accessible pour le grand public? Non, c'est accessible aujourd'hui. Il y a des informations sur les sites des grandes associations françaises comme l'APF et l'UNAPI. D'accord. Serge Guérin, bonsoir, vous êtes sociologue, on vous a vu aussi dans le documentaire. Mon mari s'occupe de sa mère, 100 ans, depuis 4 ans. Dépendance totale, surveillance constante, je l'aide comme je peux, notre vie est entre parenthèses. On en a une autre qui va s'afficher, voilà. Peut-on parler de burn-out familial, demande Nathalie, les conséquences sur le couple, les conséquences sur la famille et pas seulement sur l'aidant lui-même? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis complètement centré, ma vie se décentre ou ma vie se recentre et j'ai tendance à m'oublier.
Et autour de moi, j'ai aussi tendance parfois à faire le vide, parce que finalement, les autres ne comprennent pas, ou ne comprendraient pas, ou se sentent eux-mêmes gênés. Donc il y a une tendance comme ça à construire quelque chose d'un petit peu, d'une espèce de cocon. On se protège aussi, hein, d'une certaine manière. On se protège du regard, on se protège du jugement, et puis parfois on se dit est-ce qu'on fait bien, ainsi de suite. Donc tout ça, on ne veut pas nécessairement avoir le regard des autres, et il y a une tendance comme ça à s'enfermer. Avec les médecins, on parlait de colloque singulier. Là, c'est une espèce de dialogue qui n'est plus un dialogue avec l'autre personne, et parfois même on va la surprotéger pour soi-même se surprotéger. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce risque de s'extraire complètement de la communauté des êtres humains et d'être vu d'ailleurs comme étant juste, moi je suis un aidant. Comme si ça suffisait à me définir. Comme si j'étais pas un parent, comme si j'étais pas un ami, comme si j'étais pas d'autres choses par ailleurs. Quand la dame arrive et va laisser pendant un temps son mari être accueilli dans la maison des aidants, finalement à ce moment-là, la dame elle peut penser elle peut construire autre chose. Elle se peut se rappeler qu'elle est une femme, une citoyenne. Est-ce qu'il y a des statistiques sur le pourcentage de couples, de familles qui explosent parce que finalement l'aidant c'est tellement centré sur celui qu'il doit aider que finalement tout le reste... Alors, dans les aidants, il y a aussi des soucis, des problèmes, des maladies qui ne sont pas les mêmes. C'est pas pareil d'avoir un aidant et c'est son mari par exemple qui est très très âgé. C'est pas pareil dans un couple, je sais pas moi, de deux quarantenaires dont l'un des deux est touché par une maladie chronique, et c'est pas pareil d'avoir un enfant après quelques années, voire quelques mois en vie de couple, et se retrouver avec un enfant qui a un gros problème. Et du coup, donc on ne peut pas faire de voilà, il n'y a pas renvoyé. moyenne. C'est trois situations. Si déjà on résumait à ça, ça fait déjà trois situations différentes. On pourrait dire que les plus âgés sont sans doute pour plein de raisons, y compris parce qu'il y a une histoire de 40 ans derrière, finalement, ou 40 ans, ou 50, ou 60, mais voilà, ils sont beaucoup plus centrés, alors que les autres peuvent avoir d'autres tentations. C'est pour vous la question qu'on a. Jeanne dit, je suis une aidante qui a décidé d'arrêter ce rôle avant de craquer, partir. Ce n'est pas démissionner, c'est se sauver. C'est un rôle que vous avez d'essayer de déculpabiliser. Tout à fait. Tout à fait. C'est en cela que les psychologues de la Maison des Aidants font un travail formidable, hein, et toute l'équipe. C'est de pouvoir se dire que personne n'est capable de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 des années consécutives. Ça veut dire que vous les préparez éventuellement à ce qu'un jour, effectivement, ils puissent permettre l'hospitalisation Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et même si ce n'est pas notre objectif du tout d'entrer en institution, on en parle. On en parle même très tôt dans le cheminement, puisque une fois qu'on sait qu'on a le plan B, entre guillemets, hein, qu'on sait qu'on a prévu l'entrée en institution, dans quelle institution et où ça serait, et on a déposé un dossier, ça nous permet de vivre le quotidien beaucoup plus sereinement. On se dit au cas où, on est prêt. Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est-à-dire qu'il faut rappeler les aidants, d'une certaine manière, dans le film, c'était bien montré, c'est un peu des héros. Donc, mais il faut leur dire, ce que vous faites, c'est exceptionnel. Ce que vous faites, c'est génial. Ce que vous faites, je ne suis pas sûr d'être capable de le faire dans la même situation. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là. Et du coup, déjà, on aplanit un peu les choses. Enfin, l'État ne leur envoie pas ce message. La société ne leur envoie pas ce message. Je parle de la relation humaine. Non, mais je parle de la relation humaine. On est bien d'accord. Jean-Luc Noël. Oui. Il faut aussi bien leur préciser que c'est normal de ne pas pouvoir, hein, que ce n'est pas anormal. C'est pas, j'allais dire, même si ce sont des gens exceptionnels, il faut aussi pouvoir les laisser exprimer. C'est ce que vous faites dans la Maison des Aidants, aussi le ras-le-bol, le fait de dire mais moi j'ai envie de le voir disparaître. Et tout ça, justement, il faut l'amener dans ce que vous disiez sur l'isolement psychique, et de pouvoir le partager, le verbaliser, et de pouvoir. Humain, quoi. Mais c'est humain. Mais j'allais dire, et c'est comme ça. Si on parle de la relation, quand on est en relation avec quelqu'un, des fois on se fâche, on s'engueule. Quand on est en relation avec un malade, c'est plus difficile. On ne va pas accuser le malade d'Alzheimer de dire c'est de ta faute si je suis malheureux. On ne va pas lui en remettre en plus dessus. Et donc ça, par contre, on peut le ressentir. Il faut bien, justement, c'est le lieu où on peut exprimer ça. Et d'autant, allez-y, puis d'autant qu'au début de la maladie, l'aidant va être valorisé par le rôle qu'il joue auprès de son proche. Hein. Quelque part, c'est gratifiant. Il a un sentiment d'être utile, hein, après toutes ces années patientes, avant d'être épuisé. Donc, il rentre dans ce cheminement. Puis tout d'un coup, c'est comme un cercle vicieux en fait. Il aide de plus en plus, hein, des petites choses au départ, et pour finir, il est complètement absorbé dans cette relation d'aide. Et ce qui fait que là, il s'épuise, et comment il arrive à dire, et à qui il arrive à dire que tout d'un coup, il n'en peut plus, qu'il supporte plus l'autre, et qu'il ne sait plus comment faire, qu'il ne sait plus gérer. Alors qu'au départ, il en était... voilà. Christelle. Oui, ce que je voulais dire, il y a quand même des petites différences, hein, sur les aidants. Il faut les noter. C'est ce que disait Serge tout à l'heure. Si on prend un jeune couple qui a un enfant en situation de handicap, c'est 1 sur 2 qui se sépare.
Voilà. C'est pas du tout le cas sur les familles plus âgées. Et puis surtout, pour les jeunes parents qui sont des aidants, c'est toute la vie de leur enfant qu'ils ont à construire. On le voit bien dans le reportage. Ils vont pas en fait devoir renoncer pour un placement en établissement. C'est pas l'horizon. L'horizon, c'est l'école. L'horizon, c'est le travail. L'horizon, c'est les loisirs. Et l'horizon, c'est les vacances avec la fratrie. Donc c'est pas du tout les mêmes ressorts, les mêmes combats et les mêmes types d'aides qu'on doit leur apporter. C'est se situer quand même dans quelque chose où globalement, souvent on est dans des logiques de progrès. On va faire ça et puis ça va s'améliorer. Parfois c'est vrai, mais parfois aussi on sait que ça ne va pas s'améliorer. Donc c'est plus difficile d'être aidant quand on sait que les mois qui vont venir vont être plus difficiles, plutôt que de se dire ça va s'améliorer. Donc c'est aussi à vivre ça, c'est pas pareil, quoi. Pourquoi n'y a-t-il pas une meilleure prise en charge psychologique des aidants? Alors justement, on va en parler, les aidants ont souvent une santé fragile, mais le sujet est quasiment toujours laissé de côté par l'aidant lui-même, mais aussi son entourage, y compris les médecins, tous préoccupés par l'aider. Et les associations souhaiteraient qu'un suivi médical spécifique des aidants soit mis en place, Benoît. Oui, c'était d'ailleurs une recommandation de la Haute Autorité de Santé en 2010. Instituer une visite médicale annuelle des aidants, une sorte de médecine du travail pour bénévoles en quelque sorte. Et dans son rapport, la HAS avait d'ailleurs recensé, en reprenant les études scientifiques publiées sur le sujet, les risques que prenaient pour leur santé les aidants. Et la liste a de quoi donner le tournis. Un aidant a nettement plus de risques qu'un autre ou qu'une autre personne du même âge de souffrir d'anxiété, de souffrir de troubles du sommeil, de développer une hypertension artérielle, donc d'augmenter le risque d'infarctus ou d'AVC et de développer un état dépressif. Dépression qui apparaît même chez un aidant sur deux dont le proche est pris en charge dans une institution. À cela, plusieurs raisons. La crainte que le malade soit mal pris en charge, un épuisement qui perdure, puisque une étude a montré que la moitié des aidants qui rendaient visite quotidiennement à leur conjoint continuaient à prodiguer des soins aux malades, le sentiment de culpabilité et d'abandon, et puis surtout une existence qui bascule, des repères qui s'effacent, car la vie des aidants a été pendant des années structurée par la prise en charge du malade. Un suivi médical des aidants paraît donc essentiel à mettre en place. Alors à ce propos, il existe un texte de loi publié au journal officiel du 21 février 2012 que pas assez de gens connaissent, que ce soit des patients, des aidants ou des médecins, qui ouvre quelques possibilités. Ce texte prévoit que les patients atteints de pathologies neurodégénératives puissent bénéficier d'une visite qui permet de faire un état des lieux complet de l'état du patient, de sa prise en charge médicale, de sa protection juridique, de la coordination des différents soignants, etc. Mais surtout, pour ce qui nous intéresse, ce soir, cette visite doit aussi permettre, et c'est écrit en toutes lettres, de repérer chez les aidants naturels d'éventuels signes d'épuisement physique et ou psychique, de les informer sur les structures d'aide à la prise en charge et sur les possibilités de formation. Cette visite, qu'on appelle longue et complexe, est réalisée par le médecin traitant. Elle est prise en charge par l'assurance maladie. Elle peut avoir lieu une fois par an et être renouvelée en cas de modification de l'état du patient. Il existe donc bien une consultation pour les aidants. Mais subsiste deux problèmes. Elle est réservée pour l'instant aux proches de malades atteints des maladies d'Alzheimer et Parkinson, pour faire rapide. Et puis, elle est mal connue des médecins qui continuent trop souvent de percevoir l'aidant comme un auxiliaire médical plutôt que comme un second patient. Merci Benoît. On va évidemment revenir avec nos invités sur ce que vous venez de dire, mais on va d'abord retrouver Chantal Carpentier qu'on a découvert dans ce film réalisé évidemment par Gaël Chauvin. On a découvert votre quotidien. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre époux Maurice, on l'a vu évidemment dans ce document, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Lors du tournage en avril dernier, il vivait à votre domicile à Fleurbaix dans le Pas-de-Calais. Oui. Et vous le disiez dans ce document, vous aviez à ce moment-là rempli déjà tous les dossiers qui permettait éventuellement à un moment qu'il puisse être pris en charge dans une institution, et vous n'aviez pas franchi le cap. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous avez franchi le cap? Eh bien, en fait, début mai, mon mari a fait un grave épisode de décompensation cardiaque, un œdème pulmonaire. Il a été hospitalisé pendant 3 semaines et son état s'était considérablement dégradé. Donc, en fait, le maintien à domicile me paraissait de moins en moins possible. En plus, juste avant l'hospitalisation, il tombait fréquemment. Bon, comme il fait un certain poids, moi je n'arrivais plus à le relever, c'était plus possible. Et de l'avis du conseil de tous les médecins, il fallait que je passe le pas. Et donc le 27 mai, il a été accueilli en EHPAD? Voilà, il était en EHPAD à proximité de la maison en fait. Comment vous avez vécu ça au début? À la fois d'une manière un peu culpabilisante, je me dirais, avec un peu l'impression de l'abandonner et tout, mais d'un autre côté avec un sentiment quand même très rassurant, en me disant que c'était là où il était le mieux, le plus protégé, le plus en sécurité. Alors on a vu votre quotidien en avril dernier. Oui. Aujourd'hui, votre quotidien,
seul avec lui, c'est quoi? Vous y allez à quel rythme? Comment ça se passe? Écoutez, j'y vais très fréquemment. Je pense peut-être même un petit peu trop. J'essaie de ralentir. Au début, j'y allais tous les jours, un peu comme tout le monde, je pense. Et là, maintenant, j'essaye de ralentir, d'y aller tous les 2 ou 3 jours. Vous le trouvez comment, là-bas? Il se sent bien? Je trouve qu'il a l'air très bien. Oui. Il est remarquablement entouré, soigné. Ça, j'avoue que le personnel est d'une gentillesse et d'une très attentif, etc. Ce qui est difficile, c'est que régulièrement, il me demande, mais alors, pourquoi je suis ici? Je suis où ici? Donc, je leur explique par le côté médical, en disant qu'il ne peut plus être seul, qu'il a besoin d'une assistance médicale tout le temps. Et puis je lui fais tâter puisqu'il a eu un pacemaker. Et par contre, ce qui me fend le cœur un peu chaque fois, c'est qu'il me dit, mais alors je ne retournerai plus jamais à la maison. Et je suis obligée de lui dire, bah, maintenant ta maison c'est ici. Et ce qui est très curieux dans un cas comme ça, c'est qu'il me dit, mais alors je ne verrai plus bébé. Et bébé c'est son chat. Une fois cette culpabilité, même si elle n'a pas disparu, elle n'est pas passée complètement, bien évidemment, qu'est-ce que finalement vous avez ressenti pour votre propre bien-être, pour votre santé psychique, pour votre morale, le fait de ne plus être tous les jours, au quotidien, du matin au soir, l'aidant? Moi, je suis beaucoup moins stressée, ça c'est évident, beaucoup moins fatiguée. Et surtout beaucoup plus sécurisé en fait, parce que je me dis que c'est là où il doit être quand même, et qu'à la maison, à la limite, il n'était plus en sécurité. Et puis il y a un moment quand même, et ça c'est vrai qu'on nous le dit régulièrement, où je dirais qu'on s'énerve, on n'est plus en forme pour pouvoir supporter, et à la limite, on pourrait presque devenir maltraitant. Et vous culpabilisez aussi parce que vous réagissez... Voilà, et on culpabilise à ce moment-là en se disant, mais enfin, je devrais pouvoir prendre la distance, ne pas réagir comme ça. C'est pas lui qui parle, c'est la maladie. Mais bon, au quotidien, c'est autre chose à vivre. Et je crois qu'il y a un moment où il faut admettre qu'on ne peut plus. On ne peut plus parce qu'on les met en danger. C'est que là, vous lui apportez le meilleur de ce que vous pouvez lui apporter aujourd'hui? Je crois franchement, honnêtement, je crois que oui. Benoît parlait tout à l'heure de la santé physique des aidants. On l'a entendu, à un moment, vous avez vraiment craqué. En plus, vous avez été malade. Vous avez eu un cancer. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a fait prendre conscience que vous ne preniez plus soin de vous à un moment, que tout était un peu tourné vers votre mari? Oui, aussi également, parce que je me rendais compte que je négligeais mes rendez-vous médicaux, par exemple. Bon, tout était quand même axé vers lui. Et la fatigue, l'épuisement quand même au quotidien, c'est vrai que j'étais vraiment à bout. Et là, j'avoue que j'étais dans une structure qui m'a énormément aidée, qui est la Maison des Aidants, et qui m'a alertée déjà depuis bien longtemps, et qui m'a appris aussi à déculpabiliser, à me dire que c'est normal d'être... Et alors, on vous a vu effectivement pendant votre cours de Qigong. Vous aviez aussi du coup des relations avec les autres aidants, vous vous aidiez les uns les autres? Ah, on a énormément de relations entre nous, on a réussi à constituer vraiment je dirais une amitié, parce qu'on est tous dans le même bain. Contrairement, je dirais, avec d'autres interlocuteurs, on parle le même langage. Vous donniez des conseils éventuellement? Vous partagiez des difficultés? Oui, on peut partager des difficultés. On s'appelle quand il y a un problème. Oui. Vous avez, ce sera notre dernière question, mais pour donner peut-être un baume au cœur aux gens qui ont du mal, justement parce qu'ils culpabilisent, vous approchez une certaine forme de quiétude, de sérénité, peut-être de bonheur aujourd'hui? De bonheur, c'est encore un petit peu tôt, je pense, parce que je crois... D'un certain côté, j'attends quand même que mon mari soit vraiment bien habitué dans cette structure. Et là, je crois que je serai beaucoup plus sereine. Et je crois que surtout ce qu'il faut dire vraiment à tous les gens qui ont ce genre de problème, c'est de ne pas rester tout seul et de se rapprocher justement des structures qui peuvent nous conseiller. Parce que moi, sans ça, je crois que je n'aurais pas arrivé à atteindre ce stade-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va retrouver nos invités et je voulais juste qu'on réagisse sur un point qu'on a un peu entendu avec Benoît tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un problème de formation des médecins pour entendre les aidants en même temps que les aidés, qui viennent en même temps à la consultation ou pas? Est-ce qu'ils sont assez formés pour s'intéresser à leurs problèmes ou réagir à leurs problèmes de santé psychique ou physique? Je crois qu'il y a une vraie
révolution culturelle, on va dire, à faire dans ce domaine-là. C'est-à-dire que trop souvent encore, pour le médecin, la question, elle est technique. J'ai une réponse technique. J'applique un diagnostic et ensuite j'y réponds techniquement. Or, une grande partie du soin, c'est bien plus la bienveillance, c'est bien plus le lien avec la personne et c'est l'attention à l'environnement. Une personne, elle n'est pas seulement malade comme ça, elle est aussi malade dans un environnement social, un environnement économique, un environnement géographique, mais aussi évidemment un environnement familial ou de proximité, de proche. Et donc, s'intéresser à tout cela, c'est beaucoup plus large que juste la question technique. Et puis par ailleurs, ça veut dire, du coup, se dire aussi, la personne qui est juste à côté, voilà, que je prends pour l'auxiliaire un petit ça. peu, si c'était aussi peut-être un être humain, une personne, une vraie personne, peut-être que je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe. Simplement lui dire, et vous madame, et vous monsieur, comment ça va? Très souvent dans les témoignages, c'est ça qui ressort, c'est... Je vois 10 fois le médecin, à chaque fois, il s'intéresse que à l'aider, que aux malades. Et moi, parfois, il ne me regarde même pas. Les gens disent, je suis transparent, je suis transparente. Donc là, il y a tout un travail, mais c'est un travail qui ne coûte rien, c'est un travail d'attention. Jean-Luc Noël, vous voulez dire? C'est difficile d'accompagner le cheminement dans l'abandon de qui était notre proche, le cheminement dans toutes les pertes qui vont apparaître et tous les équilibres qui étaient construits, qui se déconstruisent. Je pense que pour les médecins ou les professionnels de santé, c'est une consultation à un moment donné. À ce moment donné, il se passe des choses, mais 5 minutes après, ça peut être mis totalement en branle, totalement cassé. Et c'est comment on peut avoir justement accès à un professionnel de santé quand on en a besoin. C'est ça qui est le plus compliqué. Donc la formation, je pense que les médecins, comme tout le monde, doivent être mieux formés à l'accompagnement de la relation d'aide. J'allais dire, c'est pas spécifique aux médecins. Et c'est vrai qu'il est vraiment important de réfléchir à ça. Mais les médecins les voient. Oui, bien sûr. Puisqu'effectivement, ils viennent en accompagnant le malade. Donc c'est l'occasion de se poser la question. Et c'est pour ça qu'il faut leur donner, je vous donne la parole après, mais il faut leur donner aussi l'existence. C'est-à-dire que pour n'importe qui, quand on est démuni, quand on voit quelqu'un en souffrance et qu'on aura des difficultés à l'aider, on l'aidera plus facilement si on a de l'existence, que ce soit la maison des aidants ou des associations. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est notre grande difficulté, c'est de faire connaître l'existence de nos structures auprès des professionnels de santé libéraux, qu'on ne peut pas aller voir individuellement dans chaque cabinet pour expliquer ce qu'on fait et qui ne sont pas du tout informés des ressources locales. Comment les aidants arrivent chez vous? Par qui? Alors, moi, je passe beaucoup de temps à expliquer ce que je fais auprès d'associations, dans des réunions, auprès d'animations grand public. Mais individuellement, on n'arrive pas à les contacter. Nos partenaires principaux sont les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination qui peuvent renvoyer vers les plateformes. Et j'invite tous les aidants à se rapprocher du CLIC de leur secteur, des consultations mémoire, des neurologues. Que là on est allé voir individuellement, les accueils de jour, les EHPAD. Je fais le tour de toutes les ressources du territoire pour nous faire connaître. Mais malgré tout, il y a des milliers de personnes à informer que j'arrive pas à joindre. Moi, je voulais parler de la santé des aidants, puisqu'on y était. Souvent, notre fatigue psychique masque des troubles somatiques. Et là, pour le coup, le médecin ne s'y intéresse pas. Et moi, je me souviens très bien avoir dit au médecin, écoutez, donnez-moi l'adresse d'un veto, il ne fera pas de la psycho à 2 balles. Hein, franchement, parce que j'en étais arrivée là, quoi. Chaque fois qu'il y avait un problème, c'était forcément parce que mon enfant était en situation de handicap et que j'étais toujours à côté de lui. Donc, on regardait plus la nana, quoi. On regardait, bon. Et après, moi, ce que j'ai entendu dans l'intervention de Benoît tout à l'heure, oui, alors le médecin va nous orienter vers des structures de prise en charge. Mais il n'y en a pas, les enfants, réveillons-nous, quoi. Il n'y en a pas des structures de prise en charge. Donc, il peut nous orienter, mais on nous dira, il n'y a pas de place, il n'y a rien. Donc, c'est pas nous aider que de nous confronter à des murs. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, et on le sait, c'est effectivement des établissements et services de prise en charge adaptés aux besoins des personnes. Et effectivement, les parents pourront être des parents, les conjoints pourront être des conjoints, les enfants pourront être des enfants, mais ne faisons pas de l'aidant l'alpha et l'oméga de la politique d'accompagnement des personnes dépendantes en France. Juste, je voudrais dire le CLIC dont vous parliez, c'est important, les gens doivent bien connaître ça parce que c'est ce qui centralise finalement. Ils connaissent parfaitement tout ce qu'on peut vous proposer en tant qu'aidant. C'est CLIC. Vous demandez à la mairie, toutes les mairies savent, vous tapez sur Internet dans votre région. Il y a l'après qui, bien évidemment, préoccupe beaucoup tous ceux qui nous regardent. Je suis l'aidante de mon fils. Qui s'occupera de lui plus tard lorsque je serai hors d'état? Je fatigue et déprime parfois, Paulette. Un deuxième SMS. J'ai peur de mourir avant ma sœur handicapée psychique, d'autant que je n'ai trouvé personne qui serait prêt à prendre le relais. Claire, c'est très fréquent que l'aidant disparaisse avant l'aider.
c'est aussi un des effets tout bêtement de l'allongement de l'espérance de vie. C'était des problématiques qui n'existaient très très peu il y a 20 ou 30 ans. Et là, d'un seul coup, c'est une angoisse évidemment supplémentaire. Qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai plus là ou quand je ne serai plus en capacité physique ou autre d'être là? Et donc, ça prouve bien d'ailleurs, là encore, qu'on ne peut pas laisser l'aidant tout seul et qu'il faut bien qu'il y ait des structures autour qui soient capables d'accompagner les personnes. Et quand on dit souvent il n'y a personne pour prendre le relais, c'est vrai que dans les familles, souvent, c'est, en tout cas pour les personnes âgées, c'est éventuellement 2 personnes qui prennent le relais, mais les autres ne veulent pas s'en occuper. Et on ne peut rien faire. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre soin de son proche. Après, d'où l'intérêt d'accompagner vers les solutions, de travailler en amont, en prévention et d'imaginer. D'accord, c'est comme ça. Et là, c'est ce qu'on dit ce soir à tous les aidants, c'est préparer l'après en vous renseignant, en vous entourant de gens qui pourraient éventuellement prendre le relais. Quelque chose. Oui, un point aussi sur la gravité de ce que vous venez de dire. Là, on est en train de parler des personnes qui disent quand je serai mort, qui va s'en occuper. Oui. Donc, si on s'occupe de ces personnes, on se dit mais la fin de vie de cette personne sera dans le drame d'accompagner son proche qui est malade. Enfin, en termes de qualité de vie, en termes de fin de vie, j'allais dire, là, on a une vraie responsabilité pour aider ces personnes. Là, à quand un statut pour l'aidant familial? Pas d'arrêt de travail, pas de vacances, pas de retraite, c'est un métier non reconnu, dit Nathalie. Je crois qu'il y en a un deuxième. À quand un revenu pour l'aidant? Qu'est-ce qui se passe ailleurs en Europe? Alors, comme très souvent, on regarde du côté des pays nordiques. Voilà, c'est comme ça que... Et globalement, il y a un certain nombre de pays où les choses sont prises beaucoup plus largement et où, en effet, il y a... Alors, le terme statut est très, très discutable, mais en tout cas, où il y a des soutiens, y compris des soutiens financiers, qui sont généralement, parce que les politiques sociales sont portées principalement par les communes, et donc qui sont portées par les villes, donc les personnes sont repérées, et à partir de là, il y a un accompagnement, sachant aussi, d'ailleurs, qu'on va faire le plus possible en sorte de permettre à la personne qui est aidante de pouvoir continuer, par exemple, à avoir une activité professionnelle. En se disant, cette personne-là, c'est un être humain qui a besoin de telle ou telle chose. Donc il va y avoir un accompagnement avec des structures. Alors, c'est pas le monde de oui, c'est pas le bonheur partout, mais où il y a un certain nombre de pays où on est plutôt dans ce type de logique-là. Donc il y a des sortes de financements très très clairs qui vont vers la personne qui est l'aidante, mais en lui permettant aussi d'avoir sa propre activité. Mais en France, honnêtement, pour l'instant, un revenu pour l'aidant, on est quand même extrêmement loin. Quand on voit que ce droit au répit, le calcul a été fait dans ce documentaire, concernera 156 000 familles, alors qu'il y a 8 millions d'aidants, c'est du délire. On est dans le délire là quand même. Disons que c'est un premier pas parce que. Oui, mais c'est un pas de. Oui, mais avant on peut dire qu'il n'y avait pas de pas. Donc voilà, alors évidemment c'est très largement. Oui, mais ça permet de dire voilà, on fait le droit au répit, mais pour tellement peu de gens. Oui, alors après c'est la question des moyens. D'ailleurs, ça s'appelle juste un choix politique. Est-ce qu'on met plus d'argent sur une problématique qui, je le rappelle, permet en même temps qu'elle permet aux aidés de vivre mieux et aux aidants de vivre mieux, est aussi fortement créatrice d'emplois. Donc ça a un triple effet positif, quoi. Donc là, c'est seulement, d'abord, principalement, un choix politique. Est-ce qu'on met de l'argent? Est-ce que la solidarité collective nationale met les moyens sur ce sujet-là? Et en même temps, on sait très bien que, les gouvernements savent très bien que ça ne s'effondrera pas parce qu'il y aura toujours des aidants, on le sait. Donc, je veux dire, c'est ça qui est terrible, de s'appuyer sur ces aidants. On est vraiment méprisés. Enfin, en tant que parents d'enfants en situation de handicap, on touche 3,85 € de l'heure, quand un service prestataire touchera plus de 23 € de l'heure. Et en plus, ces 3,85 € sont imposables. Oui, alors là, quand même, il y a des choix politiques à faire. Je pense qu'il serait assez quand ça ne serait simple plus imposable. Il faut arrêter là. Et si vous êtes aidant de personnes de plus de 60 ans, vous n'avez rien. Aucun dédommagement. Alors que c'est la majorité, malheureusement, et que ça va augmenter avec le temps. Est-ce que les complémentaires participent, les assurances, les mutuelles? Alors ça commence. L'intérêt des complémentaires, des assurances, c'est de se dire il vaut mieux soutenir l'aidant parce que pendant ce temps-là, ça me coûtera moins cher que si l'aidé doit être accueilli dans une maison de retraite ou dans un centre spécialisé. Donc là, c'est le début, c'est-à-dire que beaucoup de mutuelles, beaucoup de compagnies d'assurance se sont dit il faut qu'on soit présente. C'est une présence qui est souvent aussi une présence, un peu d'information, mais il y a aussi un petit peu de moyens. Donc il y a un peu d'argent qui est mis, mais c'est très très insuffisant. Et par ailleurs, il commence à y avoir aussi des offres d'assurance. Prenez une assurance, cotisez, et dans cette offre d'assurance, il y a aussi pris en compte la question si jamais votre proche était en grande perte d'autonomie. Après, évidemment, il faut lire la petite phrase en dessous, et ainsi de suite. Mais il y a un mouvement qui commence, mais c'est... Sauf maladie chronique. Sauf maladie chronique, voilà, évidemment. Et tout ça reste hyper insuffisant, quoi.
Vous pouvez prévoir par un système assurantiel que la vieillesse, parce que la vieillesse c'est prévisible. Mais quand vous avez 23 ans et que vous mettez au monde un enfant handicapé, vous n'avez pas pu vous assurer avant, hein, là vous êtes tranquille. Donc il y a vraiment des différences à prendre en compte. Alors autre différence, Jessica nous demande pourquoi les aidants des malades de Parkinson ne sont pas reconnus et aidés comme pour la maladie d'Alzheimer. Ils sont tout à fait accueillis dans toutes les plateformes de répit, puisqu'on s'adresse, même si nos structures émanent du plan Alzheimer 2008-2012, d'emblée, elles ont été à destination de tous les aidants des personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Le droit au répit là, qui est prévu dans la loi future, c'est quelque chose qui concerne aussi les malades Parkinson ou pas? Ah oui, c'est d'accord. Donc il n'y a pas de différence. C'est uniquement cette loi. Donc elle est déjà insuffisante en termes de moyens, et par ailleurs elle ne concerne que les plus de 60 ans. C'est-à-dire que les autres situations, c'est pas pris en compte. Il faudrait juste dire qu'il y a un autre élément, ça a été très bien mis dans le documentaire, c'est les personnes qui travaillent, qui sont en activité professionnelle. Parfois elles sont amenées, et souvent elles ne le veulent pas d'ailleurs, parce que si je suis que un aidant, c'est autre chose que si j'ai encore mon activité professionnelle. Mais dans certains cas, elles sont amenées à devoir quitter leur activité professionnelle, et jusqu'à présent, c'est un peu la double peine. C'est-à-dire qu'en plus, du coup, elles arrêtaient de cotiser, du coup, leur droit à la retraite s'arrêtait. Alors qu'il y a des pays, justement, où on leur accorde quand même des répits, de quelques semaines de répit. Ça commence un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a dans la limite de 8 trimestres, vous voyez, donc dans certains cas, quand c'est 30 ans, évidemment, c'est un peu limité. Voilà, mais pour la première fois, il y a eu là aussi un petit pas, mais qui est très largement insuffisant. Enfin, juste, je me souviens d'une personne qui avait dû accompagner pendant 15 ans son compagnon, puis ensuite un enfant qui a été touché par un cancer, et à la fin, donc cette dame avait passé 25 ans à s'occuper de ses proches, et à la fin on lui a dit mais madame vous avez travaillé que 12 ans. Oui, et donc vous vous retrouvez avec des retraites lamentables. Oui. J'ai envie de rajouter avec les contraintes financières, certes, mais il y a aussi la position que la société va avoir. Il y a beaucoup d'aidants qui vont dire mais moi je peux plus sortir au cinéma parce que comme mon mari me demande toujours mais qui c'est qui a avec la honte qu'il peut y avoir, avec la difficulté, et ce qui fait que les personnes s'isolent de plus en plus. Donc c'est aussi quel espace social on peut offrir aux personnes malades à cohabiter avec les personnes non malades pour permettre en effet d'aller au cinéma, d'aller au théâtre et d'avoir une vie finalement qui est conforme aux attentes de tout un chacun. Je crois que ça c'est important. Alors on nous interpelle aussi sur la formation. Avec 2 enfants handicapés, je suis livrée à moi-même, je suis devenue aidante malgré moi sans formation. On a vu dans le documentaire un monsieur qui avait été formé pour poser la sonde urinaire à sa femme touchée par une sclérose en plaques. C'est au coup par coup, il n'y a pas de formation prévue pour les aidants en fonction de tel ou tel type de pathologie ou d'handicap. Aujourd'hui, il y a de la formation qui est prévue dans le 3e plan autisme. Voilà, donc elles se mettent en place laborieusement, mais c'est tout. Et pour autant, quand les parents sont formés, il faut qu'ils le fassent sur leur congé, il faut qu'ils prennent des congés du travail, etc. Donc il faut arriver à faire garder son enfant, donc c'est aussi des coûts. Enfin, je veux dire, c'est gentil, hein. Enfin, c'est bien mignon, mais c'est pas organisé, quoi. C'est pas dans la vraie vie, c'est un texte qui correspond pas à la vraie vie des gens. Parfois, c'est les associations d'ailleurs qui finalement mettent en place la société civile qui n'attend pas l'État et qui se dit nous-mêmes, telle association de malades qui prépare, par exemple avec France Alzheimer, c'est un petit peu ça. Il y a plusieurs structures qui font cela sur leur maladie, parce qu'évidemment, être aidant à chaque fois, c'est une situation différente. Mais qui est intéressante, ce que je trouve intéressant, c'est pas la connaissance pour la connaissance. La connaissance ne sert à personne si on ne sait pas l'utiliser. On l'a bien vu dans le reportage, c'est la capacité de pouvoir échanger avec les autres, de se retrouver soi-même, de trouver une bonne attitude, de trouver quelque chose qui va fonctionner. Et France Alzheimer fait des sessions comme ça très bonnes de formation. En plus, conjoint entre un bénévole d'Alzheimer et un psychologue, enfin, il y a quelque chose qui se passe qui est intéressant. Enfin, il y a d'autres. Oui, et puis ce que disait Chantal, effectivement, en se retrouvant entre aidants dans les maisons des aidants, on échange et on se conseille. Voilà, bien sûr, on échange. Et on existe socialement. Enfin, on partage avec l'autre et ça va plus loin qu'on partage la maladie. On partage aussi son histoire, on conforte son identité qui est quand même mise à mal. On conforte vraiment toutes ces choses. Dans les formations qui sont très protocolées, qui sont sur le même format que France Alzheimer que nous proposons, on voit bien que le besoin d'information et de formation par rapport à la maladie est aussi important. Comprendre les troubles du comportement, comprendre la maladie, ça permet d'avoir un comportement qui va faciliter la vie au quotidien. Parce que si on fait revenir tout le temps la personne dans la réalité de l'aidant, c'est pas possible. Elle a sa réalité et c'est vain
de toujours vouloir... C'est normal, en même temps, on n'est pas préparé à ça, et on n'est pas fait pour ça, on n'est pas formé pour ça. Bien sûr. Sur un symptôme tout bête de trouble de reconnaissance, les malades d'Alzheimer, au bout d'un moment, ne savent pas reconnaître ce qu'est un verre. Donc si on leur dit prenez votre verre, ils peuvent tout à fait prendre les lunettes, ils peuvent tout à fait prendre leurs bras, et donc pas prendre le verre, avec l'incidence que ça, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas boire. Une fois qu'on connaît ce symptôme-là, on peut donner le verre plutôt que de s'embêter à dire prends un verre, le mettre dans la main et d'accompagner. Quand on est salarié et aidant et qu'on a besoin de temps pour emmener la personne qu'on aide, tous les congés y passent. Denise, qui pose la question bien sûr des salariés, les entreprises publiques comme privées ont-elles des dispositifs adaptés pour les salariés aidants? Jean, on rappelle que ça correspond en moyenne à 16 jours d'absence d'arrêt de travail simplement pour aider. Alors, en tout cas, c'est le chiffre qu'on a eu tout à l'heure dans le documentaire. Il y a une vraie prise de conscience où ce qu'on a vu dans l'exemple de Bayard Presse est un exemple extraordinaire et que finalement les autres traînent un peu... Alors, on voit vraiment les choses bougent. Ça reste encore hyper minoritaire. La première réalité, tout bêtement, c'est que dans à peu près une entreprise sur 4 aujourd'hui, il y a plus d'absentéisme pour un parent que pour un enfant. Donc du coup, les entreprises sont forcées de se confronter à la question. Donc ça pose des problèmes simplement de productivité, d'attention au travail. Donc à un moment donné, les entreprises, on leur dit, il faut peut-être commencer à regarder. Donc en quelques années, encore une fois, c'est très loin d'être majoritaire. Mais dans le reportage, il y avait par exemple cette expérience de responsable. Il y a à peu près une quarantaine d'entreprises qui ont adhéré d'une manière ou d'une autre à cette plateforme. Donc on voit que les choses commencent à bouger. On a parlé des RTT et ainsi de suite. Il commence à y avoir des entreprises qui abondent, c'est-à-dire qui donnent des jours en plus. Des entreprises qui commencent à imaginer avec les mutuelles, par exemple, des moments de vacances en commun, ainsi de suite. Donc les choses bougent, mais d'abord c'est principalement dans les grandes entreprises. C'est pas évident quand vous êtes un artisan avec 3 salariés et qu'un des 3 salariés a un enfant, par exemple, en grand handicap. Vous pouvez pas, avec toute la bonté du monde, à un moment donné, vous pouvez pas faire que 25% de votre force de travail s'arrête. Donc c'est aussi comment il y a une solidarité collective qui permet d'aider les personnes, par exemple, dans des entreprises beaucoup plus petites. Michel demande comment faire quand le malade est dans le déni de la maladie et qu'il refuse toute aide. Mais là, la question, oui, le déni, déjà de bien définir ce qu'est le déni, parce que souvent chez le malade, le déni est vraiment un processus psychique, on ne veut pas voir une réalité, simplement, des fois c'est le mauvais moment. Moi j'ai des patients qui me disent, mais j'ai pas de trouble de mémoire, donc je ne comprends pas pourquoi je viens vous voir, et dès qu'on fait dans la relation, au bout de 5 minutes, ils me disent, mais vous savez que ma mémoire qui est défaillante, donc c'est pas du déni, c'est qu'on attend une réponse au bon moment, et c'est bien là la difficulté pour les dents, c'est que quand on dit à quelqu'un, il est l'heure d'aller se laver, si la personne dit non, je viens de me laver, on n'est pas dans le bon moment, et il y aura une grande incidence là sur la vie quotidienne ou sur les médicaments qui ne seront pas pris. Donc c'est finalement comment on peut connaître aussi le rythme des malades, comment on peut trouver le bon rythme pour trouver le bon accompagnement. Par exemple sur la toilette, si on va proposer la toilette juste après que la personne soit levée, ça peut fonctionner, alors qu'un quart d'heure après ça ne marchera plus. Donc c'est aussi ça la chose de comprendre. Et des fois on est confronté, la personne est véritablement dans le déni, est incapable ou est anososique et ne peut vraiment pas comprendre. Et là il n'y a pas grand chose à faire. Des fois il y a de se faire aider au maximum, peut-être l'institution, peut-être des situations qui vont être dramatiques et pathétiques, parce que là on parle bien d'une maladie, on parle d'une maladie d'Alzheimer qui est dramatique et pathétique et qui nous pousse à faire des choses qu'on n'aimerait pas faire, et ça peut être une des conséquences du déni. On va écouter Benoît pour voir un peu les points forts de cette soirée, Benoît. Oui, on va voir ce qu'on peut retenir de ce qui a été dit ce soir. D'abord, que les aidants, c'est un sujet à traiter en urgence. Ils seront de plus en plus nombreux, c'est une évidence. Ce n'est pas seulement un problème de société, c'est aussi un sujet de santé publique, on l'a dit, car les aidants sont seuls, d'abord parce qu'ils sont trop souvent transparents dans notre société. Seulement 20% des Français ont une idée de ce qu'est un aidant. Et puis ils sont seuls aussi, on l'a entendu, face aux malades. Et cette solitude conduit à la dégradation de leur état de santé. C'est une question complexe aussi, puisque le débat permet de mettre en avant le fait que les aidants vivent dans une certaine ambivalence. Ils réclament de l'aide tout en ne pouvant s'empêcher de faire toujours plus, ou en tout cas jamais moins, car leur existence s'est construite sur cette relation particulière à l'autre. On a évoqué ces situations de blocage avec le problème du conflit entre l'aidant et l'aidé, le sentiment d'impuissance, l'impossibilité de lâcher prise. Enfin, on a parlé du statut de l'aidant, une nécessité pour les uns pour obtenir de l'aide de la société, une aide financière, une aide humaine, de la visite médicale dont on a parlé tout à l'heure. On peut même aller plus loin en disant qu'un statut serait par exemple une protection pour faire des gestes médicaux sans être un jour taxé d'exercice illégal de la médecine. Et puis ce statut, ça peut être une contrainte pour d'autres, le risque de devenir qu'un aidant.
Parce que qui dit statut dit prérogative, formation, case dans laquelle il faut rentrer. Or, les situations sont tellement nombreuses qu'il semble un peu vain d'imaginer un statut qui permette de satisfaire tout le monde. En revanche, on pourrait mettre en place un droit au répit un peu plus élaboré que celui qui existe actuellement. Il y a d'abord un problème d'identification des structures d'aide qui existent. Les aidants ont du mal à les repérer. Et puis là, ces fameux 500 € dont on a parlé pour trouver un peu de répit, largement insuffisant, on l'a dit. La question des aidants n'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question politique et de solidarité collective, de la même façon que l'assurance maladie est l'affaire des bien portants comme des malades. La problématique de la dépendance et des aidants concerne tous les citoyens. Et là, il y a probablement besoin de réinventer l'entraide. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Merci infiniment à tous ceux qui ont témoigné dans ce document. Merci à Gaël Chauvin pour la qualité de ce document et évidemment à Benjamin Battard et Benoît Thévenet pour la rédaction en chef de ce magazine. Alors pour plus d'informations sur les aidants, vous pouvez vous reporter à l'article paru dans le dernier numéro de notre partenaire Notre Temps. Vous le voyez ici avec Gaël Chauvin qui a réalisé ce documentaire. Prochaine enquête de santé, rendez-vous le 15 décembre. Vous pouvez également aller sur notre site allodocteur.fr pour avoir des informations complémentaires sur cette thématique ce soir sur les aidants. Et puis moi je vous retrouve demain pour le magazine de la santé. Et on finit avec ce témoignage. Je me suis occupée de mon papa pendant plus de 10 ans. Ce fut un pur bonheur. Je ressens du vide depuis son départ. Voilà, moi je vous laisse quelques jours, si vous voulez bien, pour un petit peu de vacances. Je vais voir. Je vous retrouverai mardi prochain. Je ne sais pas, ça va être le 9, 10, je sais Dans pas. 8 jours, dans une semaine. C'est ça. Et donc c'est Benoît qui sera avec moi demain pour vous présenter le magazine de la santé et tout le restant de la semaine. Passez une bonne fin de soirée. À demain. Bonne fin de soirée, à très vite. Au revoir.